Salut à tous, c'est Arnaud Assoumani, je suis sauteur en longueur. Je me prépare pour mes 6e Jeux paralympiques à Paris en 2024 et bienvenue sur Athlètes mondiaux, épisode spécial podcaston. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Athlètes mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, je vous propose un épisode un peu particulier dans le cadre du podcaston, un événement caritatif qui mobilise des centaines de podcasteurs et de podcasteuses afin de mettre en avant des associations. Vous trouverez plus d'infos sur cette initiative sur podcaston.org, je vous mets le lien dans les notes. Pour cet épisode, j'ai choisi d'inviter un athlète engagé, Arnaud Assoumani, champion paralympique de saut en longueur à Pékin en 2008 dans la catégorie F46. Arnaud est né sans avant-bras gauche. Outre sa médaille d'or à Pékin, Arnaud a décroché le bronze à Athènes en 2004, l'argent à Londres en 2012, à la fois en longueur et en triple saut, et de nouveau le bronze en longueur à Rio en 2016. Arnaud a choisi de nous parler aujourd'hui de l'association Diversidays, une association loi 1901 reconnue d'intérêt général, dont la mission est de favoriser l'égalité des chances dans la tech. Dans la première partie de cet épisode, Arnaud nous parle de Diversidays et des raisons pour lesquelles il a voulu s'engager auprès de l'association. Nous revenons ensuite, bien sûr, sur sa carrière, sur ses débuts en athlée et ce qui a fait naître chez lui sa passion pour le saut en longueur. Puis Arnaud nous raconte certains des moments marquants de sa carrière et nous parle de sa vision du sport de haut niveau et des causes qui lui tiennent à cœur. Bonne écoute. Salut Arnaud, bienvenue sur Athlètes mondiaux. Merci beaucoup, salut Mathilde. Merci d'avoir accepté de participer à mon premier épisode podcaston. Ça me semblait assez logique de t'inviter toi, parce que je sais que tu es un athlète engagé. Tu m'as dit que tu voulais surtout mettre à l'honneur l'association Diversidays. Je vais te laisser présenter l'association, mais quand tu m'as dit ça m'a tout de suite fait penser à une vidéo que tu as sortie il y a quelques mois qui s'appelle « Nos différences sont notre force ». Et en fait, je me suis dit, quand tu m'as dit que tu voulais parler de Diversidays, que le fait qu'une association comme Diversidays existe, ça veut sans doute dire que c'est pas une évidence que nos différences sont notre force. Non, effectivement, si je dis nos différences sont notre force et je suis pas le seul à le dire, c'est plutôt parce que des différences comme le handicap, comme le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, les différences d'âge ou la couleur de peau sont pas forcément une force et on peut être victime de discrimination. Donc c'est hyper important d'avoir des associations comme Diversidays qui fait de l'égalité des chances dans la tech. Donc d'ailleurs pour tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui nous écoutent, vous pouvez aller sur Diversidays pour suivre des programmes gratuits d'accompagnement pour vous permettre de mener un projet, ça peut être un projet entrepreneurial, associatif, des projets à impact aussi sociaux, sociétaux ou environnementaux, gratuitement et avec également une ouverture sur un réseau qu'on n'a pas forcément lorsqu'on vient de milieux éloignés du monde de la tech. Donc j'en sais rien, si on sort pas forcément entre guillemets d'écoles, des bonnes écoles, ou même si on a eu un parcours différent et qu'on vient de milieux ruraux ou de quartiers populaires, le but c'est de permettre à tout le monde, quelle que soit notre différence, comme je disais, d'âge, de parcours, de handicap, et de pouvoir participer et créer son projet, quoi. C'est eux qui t'ont contacté. T'es leur parrain d'ailleurs, quel rôle t'as par rapport à eux? Alors je suis à l'origine, je suis parrain de Diversidays. Ça a été surtout une rencontre en fait avec Anthony Batkin, qui est un des cofondateurs de l'association. Et on a pas mal de personnes en commun qui disaient il faut que tu rencontres, moi qui me disais il faut que tu rencontres absolument Anthony. À un moment, j'enregistrais une interview à la télé et je le vois en fait à la télé. Je me dis bon, c'est un signe, il faut vraiment que je le contacte. Et donc on s'est rencontrés, il m'a raconté un peu son parcours, ce qu'il faisait et comment ils ont créé Diversidays et tout ce qu'ils font en fait aujourd'hui, et de favoriser l'égalité des chances dans le monde du travail et dans le monde de la tech. Enfin, c'est quelque chose qui est assez fondamental et pas forcément c'est assez contre-intuitif. On a l'impression que dans le monde des startups, vu que ce sont des jeunes qui créent leur entreprise, il y a moins de problèmes justement on vit mieux ensemble en termes d'égalité par rapport aux conditions de travail, par exemple, par rapport à la diversité, justement, dans les startups. En fait, on se rend compte que, on va dire que c'est des personnes qui viennent à peu près des mêmes écoles, qui ont eu des parcours assez similaires. Et l'innovation, c'est aussi justement des rencontres de personnes qui ont eu des parcours différenciants, en développant différentes compétences, différentes expériences. Et c'est comme ça, avec ces complémentarités, que de nouvelles idées jaillissent et qu'on peut innover, quoi.
Donc ouais, avec Anthony, ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai un rôle un petit peu différent. Je suis dans le comité consultatif avec d'autres personnes assez incroyables au parcours complètement différent. Je suis le seul qui a un parcours qui vient du monde du sport. D'autres ont des parcours dans le monde de la tech, ont monté des startups à succès, comme Faria Sheikh a monté Golden Bees et qui a ensuite revendu, et elle a investi aujourd'hui sur justement pour accompagner des personnes qui ont des projets tech à impact sociétaux, et de permettre justement à cette diversité aussi d'accéder à l'entrepreneuriat. C'est hyper important. Mais le manque de diversité, il est plus criant dans quel domaine? Dans le monde de la tech, il y a moins de femmes généralement, enfin, dans les startups et tout ce qui va être vraiment très très tech. Et on va penser par exemple toutes les technologies d'intelligence artificielle, c'est plus masculin. Je pense que c'est comme pas mal de métiers dans la recherche ou scientifique ou mathématique, plutôt historiquement et culturellement. C'est plutôt des hommes, alors qu'il y a des femmes, et bien évidemment le but c'est aussi de dire non, c'est ouvert à tout le monde, et il y a plein de femmes qui sont chercheuses de très haut niveau et qui permettent justement des innovations, mais c'est aussi de motiver. Donc Diversity Days est aussi là pour ça. Et après, ça va être effectivement des profils un peu similaires, et donc des personnes qui n'ont pas forcément savoir comment créer, parce que souvent quand on a envie d'être entrepreneur, il y a eu un chemin, il y a eu un parcours avant, et ce parcours-là, cette richesse du parcours n'est pas forcément tant valorisée que ça en France. Typiquement, il y a eu un observatoire, là, faudrait que je te ressorte directement les chiffres, mais Google est un des partenaires, par exemple, de Diversity Days. Ils ont fait un travail aussi d'observation des discriminations dans le monde de la tech et des startups. Et au final, il y a plus de discrimination que dans les entreprises où il y a plus de règles pour éviter justement d'avoir ces discriminations-là, ces burn-out, etc., etc. Donc, c'est hyper important. Diversity Days a aussi un rôle de pouvoir faire en sorte que les institutions politiques mettent en place des chartes et des règles qui évitent justement ces inégalités-là. Et ça passe par exemple par des quotas? Non, parce que ça passe pas par des quotas, parce qu'en France, la discrimination positive, c'est pas quelque chose qui est mis en place et qui est encouragé. Alors je dis ça et en même temps je mets des guillemets, parce qu'en fait on a une discrimination positive en France dans les entreprises, c'est par rapport au handicap. Le taux des 6%, qui est obligatoire, en tout cas les entreprises qui de plus de je sais plus combien de salariés, c'est pour des entreprises assez importantes, doivent avoir 6% de personnes en situation de handicap dans leur entreprise. Mais en fait, lorsqu'elles n'ont pas 6%, elles payent une taxe AGFIP, une taxe qui va être reversée justement pour des événements, pour permettre justement des aménagements de postes pour des personnes qui ont différents types de handicap. Donc voilà, la AGFIP fait énormément de choses à ce niveau-là. Mais il y a aussi le fait dans les entreprises, là typiquement, il peut y avoir des personnes en situation de handicap, mais qui ne se déclarent pas. C'est un peu comme faire son coming out par peur du jugement, par peur du changement de regard, parce que en fait il y a réellement deux stéréotypes, j'allais dire ancestraux, mais deux stéréotypes qui existent depuis après la Seconde Guerre mondiale par rapport au handicap. C'est la peur, le handicap fait peur, et c'est l'idée que quelqu'un qui a un handicap n'est pas performant. Donc c'est hyper intéressant qu'on parle aussi de sport et de performance et de sport para, parce que justement nous, lorsqu'on fait du sport et qu'on est sur la piste, on parle de performance en fait. Et ce qu'on fait au quotidien, c'est de la performance. Donc on déconstruit justement cette idée que quelqu'un qui a un handicap n'est pas performant. Ouais. Au-delà du fait que t'es né sans avant-bras gauche, en quoi tu te sens différent? J'ai un autre handicap, c'est considéré comme un handicap. C'est un trouble déficitaire de l'attention, c'est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est de naissance. On en entend beaucoup plus parler aujourd'hui, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. D'ailleurs, il y a une prévalence plus importante chez les sportifs et sportifs de haut niveau. Pourquoi ça? Le déficit de l'attention, par rapport à ce qu'on sait au niveau scientifique, c'est un déficit au niveau d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. On entend beaucoup parler, le circuit de la récompense, et de la noradrénaline dans le cerveau. Et les personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention sécrètent moins de cette dopamine. Donc, en fait, c'est comme si le cerveau avait besoin justement, par manque de cette dopamine, de la créer pour pouvoir bien fonctionner. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait là-dessus? C'est souvent une plus grande difficulté à filtrer son environnement d'un point de vue sensoriel, et aussi des difficultés parfois à garder, par exemple, une concentration
et le fil d'une discussion, parce qu'on peut avoir d'autres idées. Donc ça, c'est, on va dire, les aspects un peu négatifs du manque de dopamine. Ça peut être comme des difficultés. Moi, je sais que j'ai des difficultés à lire des livres. Je lis, mais en fait, si c'est rapide et si c'est un article, je lis très vite en plus. Donc ça va aller. Mais si je dois me concentrer pendant pas mal de temps, je vais souvent partir dans mon imaginaire. Ça va me faire penser à d'autres choses. Je vais avoir des idées. Voilà. Et ça va être un peu pareil quand je travaille. Et en fait, lorsqu'on fait du sport, on sécrète de la dopamine. Lorsqu'on mange, en fait, tout ce qui a trait un peu au plaisir, à la récompense, on sécrète de la dopamine. On sécrète pas que de la dopamine, il y a des hormones comme la sérotonine ou autres, mais souvent des personnes qui ont un trouble déficitaire de l'attention et qui sont hyperactives, le fait de se dépenser physiquement, de faire du sport, on dort mieux et on sécrète plus de sérotonine, du coup, en dormant mieux, c'est plus récupérateur. Donc ça participe, en fait, à un meilleur bien-être, à un meilleur équilibre. Et en fait, moi, je me rends compte avec mon parcours, parce que j'ai été diagnostiqué assez tard, en 2021, juste avant les Jeux de Tokyo, je me rends compte que le sport, c'est mon meilleur médicament, en fait. Il y a des traitements pour les troubles déficitaires de l'attention, c'est des stimulants. Et en fait, moi, j'ai pas envie d'en prendre tant que je suis en carrière, parce que si je fais une performance et qu'à un moment je dis j'ai pris des stimulants, alors c'est pas des stimulants pour se doper, hein, c'est complètement différent, hein, mais quand même je me dirais oui, mais en fait est-ce que ça a pas eu une influence sur ma performance? Dans les personnes connues sportives, Michael Phelps a un TDAH qui était diagnostiqué assez jeune, mais il a jamais il a pas pris de traitement en tout cas quand il était en carrière. Simone Biles a également un TDAH, il y en a pas mal. Je discutais avec un judoka qui a été diagnostiqué aussi assez tard, parce qu'en fait il y a une méconnaissance, notamment en France, parce que c'est très bien connu, très bien suivi, hein, en réalité. Mais il y a souvent, tu peux avoir 40-50% de plus de personnes avec TDAH dans la population des sportifs de haut niveau. Donc ça peut être un peu plus que ce qu'on va observer dans la population générale. Donc cette différence-là, c'est une force aussi. Alors c'est une force, oui, je me suis rendu compte que c'est une force aussi pour les moments à fort stress, les moments dans l'urgence où il faut être là au moment présent, au dernier moment. Pour les personnes qui ont un TDAH, généralement, travailler, faire une tâche, des tâches qui sont un peu contraignantes ou difficiles, ou des tâches administratives, ou même le travail quand c'est pendant des études ou autres, vont être faites un peu au dernier moment. Donc ça, on peut dire que beaucoup d'étudiants font les choses au dernier moment. Mais il y a deux moteurs principaux, en fait. Il y a la passion. C'est en gros vraiment aller là où vous êtes fort, ce qui vous passionne. Et là, en fait, bizarrement, tous les symptômes qui peuvent être négatifs de concentration ou autre, c'est l'inverse. On entre dans quelque chose qui est comme une bulle, une espèce d'hyper focalisation, d'hyper concentration, où moi je sais que j'oublie de boire, j'oublie de manger, je peux être pendant des heures à faire ça, et ça je sais que ça fascinait ma mère, où elle me voyait jamais travailler. J'ai jamais travaillé, plutôt à l'école, mais quand il a fallu préparer le bac, ou préparer certains devoirs, j'arrivais pas à m'y mettre avant, mais je n'arrivais pas, je voulais le faire mais je n'arrivais absolument pas. Et d'un seul coup, parce que j'avais plus le choix, pour le coup là c'est parce que j'avais plus le choix, c'était pas la passion, et j'arrivais à me concentrer pendant des heures. Et du coup à travailler, je me dis mais c'est incroyable quand même, mais t'es vraiment paresseux, pourquoi tu fais pas ça régulièrement, quoi? Sauf qu'en fait c'est très compliqué et j'arrive pas à le faire régulièrement. Donc la seule chose pour laquelle j'arrive à le faire régulièrement, c'est le sport. Et par rapport à la compétition, justement, la compétition, il y a ce truc d'urgence, de stress, d'adrénaline, où au final on sait que c'est maintenant, et je sais pas comment. Enfin, je sais que quand j'étais petit, j'arrivais pas à l'expliquer, et même après, j'arrivais pas du tout. C'est pas quelque chose que j'ai du tout travaillé, mais j'ai toujours eu ce truc où à un moment, en fait, j'entends plus rien, quoi. Je suis dans ma bulle. Il peut se passer n'importe quoi autour, ça change strictement rien. Je suis là, quoi. Il y a d'autres moments dans d'autres cadres avec du monde ou autre, je peux être complètement perturbé par les sons, par la lumière, par plein de choses, par les gens qui parlent, surtout s'il y a d'autres langues que je comprends aussi, et je peux avoir du mal à me concentrer ou autre. Donc par exemple, quand je fais des interventions dans les écoles ou en entreprise avec des enfants ou avec des adultes, c'est quelque chose que je fais depuis des années régulièrement. J'arrive à le faire, mais en fait c'est hyper coûteux en énergie, je suis lessivé à la fin. Mais maintenant, j'ai compris pourquoi. Ça me demande beaucoup d'efforts de concentration, et d'être dans cette bulle-là, j'arrive à y être, mais ça va être un peu coûteux. Donc, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Les côtés négatifs, il y en a pas mal dans la vie quotidienne.
Mais les côtés positifs, il y en a aussi, ouais, clairement, ouais. Et même en termes je pense, de créativité, d'association d'idées, il y a des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Il me semble t'avoir entendu dire quelque part que tout gamin, t'avais pas conscience que t'aurais jamais de main. Alors, ouais, c'est assez marrant, ça, ce truc de, quand on est dans nos pensées, un peu dans nos rêves, et des fois on s'imagine, en fait, on est dans la vie, et on sait que c'est notre vie, mais on s'imagine notre futur, on s'imagine dans différentes situations, et qui peuvent être à plus ou moins long terme. Et moi, je sais pas, dans l'imaginaire que j'avais, la vision de moi-même, bah, des fois, je me voyais avec un bras, je me voyais pas forcément comme je voyais dans mon reflet ou l'image que la société pouvait me renvoyer ou certaines moqueries pouvaient me renvoyer de moi-même. Et donc, des fois, je me disais, en fait, je vais jamais avoir de bras. Comme si ça allait repousser à un moment. Et je me disais ça même au collège et assez grand au final. C'est assez marrant ce truc-là où des fois le cerveau, au final, je sais que ça se passe pour des amis, pour des potes, qu'oublient au final, qu'oublient sur plein de trucs, ils oublient, et c'est très bien, enfin on s'en fout quoi. C'est pas grand chose. Mais même moi au final, j'oublie à des moments quoi. Je me dis ah non merde en fait. Alors c'est pas le truc de, je peux pas le faire, je me passe pas quelque chose dans la main gauche, mais pas jusqu'à ce point-là, mais juste de l'imaginaire et la vision de soi quoi. Parce que t'as jamais eu, au final, d'avant-bras gauche. Ça s'appelle une agénésie, donc c'est une malformation congénitale en fait. Il y a à peu près 300 enfants par an qui naissent avec une malformation congénitale. C'est plus des garçons que des filles d'ailleurs, et c'est souvent à gauche. Okay. C'est assez marrant, et on a souvent le coude, donc j'ai la chance d'avoir le coude, ce qui me permet d'avoir des prothèses différentes. Et parce que j'ai le coude, je peux avoir des prothèses avec lesquelles je peux faire de la musculation aussi, je peux prendre des barres, je peux faire des tirages, je peux pousser. Donc je suis assez peu limité en réalité sur l'entraînement, et après je peux travailler aussi on travaille avec des chercheurs, biomécaniciens et ingénieurs sur le poids optimal, et médecins aussi et orthoprothésistes sur un poids optimal en fait de la prothèse que je porte à l'entraînement et en compétition. Quand t'étais enfant, t'avais pas de prothèse, c'est ça? Alors quand j'étais enfant, j'ai eu une prothèse très jeune, je sais pas, peut-être vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, quelque chose comme ça, que je ne supportais pas en fait, mais c'est normal. C'est comme si je disais bon, en fait la norme c'est d'avoir 3 bras, je te rajoute un bras. Mais en fait tu vas pas le supporter. Enfin, je sais pas si je te dis bah tiens là tu vas avoir un bras qui est beaucoup plus long et je te mets quelque chose au-dessus de ta main. C'est comme porter des chaussures tout le temps en fait. Non, en fait on n'est pas habitué à ça, donc gamin, non clairement tu t'adaptes et tu te débrouilles beaucoup mieux sans prothèse. Et en fait ça a été un peu plus tard là, lorsque j'avais 8 ans, on était dans un parc aux Ulysses où j'habitais avec ma famille, et je fais du vélo, et en fait quand je faisais du vélo j'étais sans prothèse, donc j'avais le moignon sur le guidon, donc ça fait quasiment le coude quoi. Et en fait des fois quand j'avais des bosses ou autres, parce que forcément comme les autres potes j'avais envie de sauter à des bosses, j'avais envie de faire des roues arrière, en fait je me prenais souvent le guidon dans le menton. Et là il y a eu Mario Henkel qui bossait dans une boîte d'orthoprothèses allemand, enfin un gros groupe, qui a été voir ma mère et qui lui a dit bon maintenant on fait des prothèses myoélectriques, les premières prothèses myoélectriques, ça pourrait être intéressant pour votre fils, donc si vous voulez venir essayer. Donc on a été essayer, je me suis habitué super vite. Donc là c'était un peu la révolution, et moi je pouvais commencer à faire du vélo, à faire des roues arrière comme les potes, et en fait j'étais plus limité, je pouvais faire des bosses, je pouvais faire un petit peu tout. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un apport fonctionnel, et ça m'a permis de faire plein de choses que je ne faisais pas jusqu'à ce moment-là. Je me suis habitué à cette prothèse. J'ai commencé l'athlétisme avec cette prothèse qui est hyper lourde, parce que du coup, faut se dire que pour pouvoir bouger la main et le poignet, au final, il y a un moteur qui est assez lourd au bout. Donc la prothèse faisait 1 kilo, et 1 kilo quand t'as même pas une dizaine d'années, c'est vraiment lourd. Donc pour courir, c'était hyper lent. Donc après, j'ai eu cette prothèse, qui est une prothèse qu'on appelle de vie sociale, qui est un peu moche en soi. Enfin, ça ressemble à une main, mais c'est fixe, ça bouge pas. Mais en fait, je fais pas mal de choses avec, et c'est léger. Donc, c'est beaucoup plus agréable. J'ai commencé à courir avec ça lorsque j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans, ouais. Mais ton bras droit, parce que c'est difficile de savoir combien pèse un bras en soi. Alors là, je sais, parce qu'on fait des recherches, mon avant-bras droit, donc si je prends au même niveau l'avant-bras droit, il pèse 1,8 kg. Ok. Voilà. Quand t'avais 10 ans, c'était... Ouais, plus léger, ouais, je pense, ouais. Et quand t'as commencé l'athlé, tu connaissais le parasport? Quand j'ai commencé l'athlé, je connaissais pas du tout les sports para ou le handisport. Le seul contact entre guillemets que j'avais par rapport à ça, c'était comme pas mal de gens, c'était à la fin du journal de 20h tous les 4 ans lorsqu'il y avait les Jeux paralympiques, et il y avait quelques images si les Français faisaient des médailles, puis d'athlètes qui étaient amputés tibiales avec des lames et qu'on voyait courir, et c'était vraiment le côté très je pense c'était
impressionnant, mais plutôt d'étonnement, de surprise, qui faisait que les gens aient un peu de voyeurisme presque. Pas forcément que mal placé, mais on parlait encore assez peu de la performance au final. On parlait de la performance lorsqu'il y avait des médailles, c'était un petit peu le cocorico français quand des Français faisaient des médailles. Donc au-delà de ça, non, je connaissais absolument pas. Moi, j'ai commencé l'athlétisme en 1997. Je fais mes premiers championnats de France FFA en 2002, en jeune, à Angers, là où j'ai commencé l'athlétisme. Je termine parmi les 10 meilleurs Français à ce moment-là. Et en fait, mon entraîneur à l'époque, Gaël Gonzalez, se dit ce serait intéressant de voir le niveau que tu as en handisport. Et donc, on va au championnat de France handisport l'année d'après, que je remporte assez facilement, notre plus grand étonnement. Et en fait, on se rend compte que les performances que je faisais à ce moment-là, en gros, je sautais 6,70 m, ça m'emmenait déjà dans les 3 meilleurs mondiaux dans ma catégorie. Et donc là, je découvre un univers. On va participer au championnat d'Europe pour la première fois. Je ne gagne pas en longueur, je fais deuxième. J'étais assez dégoûté. J'avais donné rendez-vous à l'Ukrainien qui avait gagné l'année d'après à Athènes pour les Jeux paralympiques, et je bats le champion du monde en hauteur. Je fais 1m95. Donc là, je suis en junior en fait. Je dois avoir 16 ans, 17 ans, et je me souviens avoir pété tous mes records la semaine d'après en longueur. Je crois que je vais faire 7-11 en longueur la semaine d'après. Et donc avec ça, j'aurais gagné. Et en hauteur, je fais un 98. Je vais faire le 110 mètres haies. Je reviens, la barre est à 2,02 m et je passe pas. Et je n'ai jamais fait plus de 2 mètres en hauteur en compétition. Mais ouais, en gros, ça a été la découverte d'un nouvel univers assez déstabilisant. Je parle souvent de ce moment-là comme un jeu de miroir, parce que ça a été un reflet aussi par rapport à ma différence, à ma condition que je connais pourtant. En gros, les championnats d'Europe, quand je suis arrivé à Assen, il y a plein de différents types de handicaps que j'ai jamais vu de ma vie. Des personnes amputées de jambes, double amputées, une personne quadruple amputée. Alors il y en avait assez peu qui avaient quadruple amputé avec des prothèses, des lames, et puis des prothèses aussi, soit de bras ou pas de prothèses d'ailleurs pour courir. Il y en avait assez peu à ce moment-là, mais il y en a eu après. Des personnes non-voyantes, déficientes visuelles, guidées, des personnes en fauteuil, des malformations que j'avais pas forcément vues dans ma vie. Donc à cet âge-là, je suis pas choqué, mais c'est juste que je me dis, qu'est-ce que je fous là en fait ? Je me dis, mais je suis pas handicapé moi. Et c'est hyper intéressant parce que je dis aujourd'hui que justement le handicap c'est pas une identité, et même de dire je suis pas handicapé, je préfère qu'on dise personne handicapée ou personne en situation de handicap, c'est le terme le plus politiquement correct, mais on est des personnes avant tout. Et en fait je me dis mais en fait t'es bête, c'est incroyable quand même que toi-même tu puisses penser comme ça, parce que en fait chaque athlète se sent comme toi. Je dis en fait elle se sent pas handicapée. Elle a des difficultés, elle peut avoir des difficultés dans la vie quotidienne pour se déplacer en termes, j'en sais rien, en termes de fonctionnalité, le regard, socialement, le regard des autres, etc. Elle peut avoir des vulnérabilités, mais en fait, on est des êtres humains et ce sont des athlètes comme les autres, quoi. Donc ça s'est passé assez vite et j'ai découvert un univers juste fascinant où il y a énormément d'autodérision, ça chambre énormément et vous seriez choqués en fait. C'est-à-dire que les blagues que les humoristes font maintenant, et c'est très bien, sur le handicap ou autres comme Artus ou d'autres, il y a plein de choses qui sont très drôles et qui choquent déjà parfois, qui peuvent être un peu provocantes, piquantes. C'est très bien. Il faut rire de tout, et le fait de se dire non, mais là on peut pas rire. En fait, c'est pas possible. Pourquoi ? En fait, c'est justement déshumanisant de se dire on garde de côté ces personnes-là. Non, mais là on peut pas rire parce que tu comprends, elles ont vécu. Mais t'en sais rien en fait. Il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes incroyables, ça ne se voit pas. Il y a des personnes qui ont des handicaps invisibles très profonds et donc qui ne se voient pas non plus. Tu ne sais pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de visible. Je sais pas, discute avec la personne, tu verras après. Effectivement, il y a certains, tu ne peux pas forcément en rire, ils sont pas forcément prêts, mais ça tu le sauras après. Et c'est, on va dire, c'est les relations humaines qui sont comme ça, quoi. Mais donc ouais, ça chambre beaucoup, on se marre beaucoup, et avec plein d'athlètes qui deviennent des potes, des amis, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière, quoi. Mais au final, tu t'identifiais moins aux athlètes que tu voyais à la fin du JT de 20h tous les 4 ans que à des athlètes comme Carl Lewis ou Mike Powell qui t'avaient fait rêver quand tu les avais vus. Je pense que je m'identifiais plus avec des athlètes valides parce que c'était ce que je voyais. Aussi parce que les athlètes paralympiques on en voyait assez peu. Et parce que c'était pas valorisé, quoi. Lorsque c'est pas valorisé, et même quand on est enfant, on ressent ça, les discours, quelle leçon d'espoir, quelle leçon de courage,
bravo, et genre on parle de performance, mais on va applaudir quelle que soit la performance. Non, la performance, si elle est nulle, elle est nulle. Entre guillemets, elle est nulle. C'est bien évidemment, on va applaudir les athlètes pour s'être dépensés, mais pas parce que ils ont un handicap. Et en fait, ce côté un peu à pleurer dans les chaumières à ce moment-là, qui peut toujours être présent d'ailleurs, hein, dans certains traitements, beaucoup moins aujourd'hui, mais qui peut toujours être présent. Bon, déjà c'est fatigant, mais on le ressent en fait quand on est jeune, et en fait tu te dis mais ça te parle pas quoi. Quand tu fais du sport, t'as envie de faire ce sport pour différentes raisons, et quelle que soit ta différence, bon bref. Donc au niveau de l'identification, effectivement, les athlètes que je voyais et régulièrement, et les champions et les championnes, bah moi un de mes idoles c'était Michael Jordan. Donc j'avais des posters de basket un peu partout. Il y avait Kobe Bryant, mais je me souviens que je l'aimais pas trop au début parce qu'il copiait trop de Jordan. Et puis Mike Powell, Carl Lewis bien évidemment, Marie-Josée Pérec, Stéphane Diagana. Il y a eu toute cette période. Il y a eu Frankie Fredericks, Atto Boldon, toutes ces générations-là en fait. Ivan Pedroso, James Beckford, tout un tas d'athlètes que je voyais, Merlène Ottey aussi, qui a été incroyable en plus, qu'elle a eu une carrière juste de folie, puis même la bataille à Atlanta sur le 200 mètres avec Marie-Josée Pérec, c'était juste hallucinant, et Cathy Freeman aussi. En fait, c'est la passion, c'est l'athlète, et donc c'était ce qu'on voyait à la télé, donc comme n'importe quel athlète, que j'ai un handicap ou non, c'est ce qui me faisait vibrer quoi. Mais heureusement finalement que tu peux t'identifier aux valides, parce que comme à l'époque, le handisport était quand même beaucoup moins développé, beaucoup moins pratiqué, il y avait sans doute peu d'athlètes auxquels tu pouvais t'identifier et à qui tu pouvais essayer de ressembler. Ouais, complètement. Alors effectivement, il y avait peu d'athlètes paralympiques auxquels on pouvait s'identifier. Et après, il y a une chose qui est hyper importante, c'est que en fait, on peut s'identifier à travers n'importe quelle personne, n'importe quel athlète, quelle que soit sa condition. Effectivement, c'est plus facile de s'identifier avec un athlète, par exemple, du même sexe. Mais moi, je trouve, Marie-Josée Pérec, elle nous a tous et toutes fait rêver, quoi. On pouvait s'identifier. Moi, je faisais pas du 400 mètres, c'était plus la longueur, mais on pouvait s'identifier aussi à elle. Voilà, effectivement, dans l'athlé, c'est plutôt sur le sprint et les sauts, plutôt des athlètes noirs ou métis. Donc peut-être que c'était un peu plus facile pour moi en tant que métis de m'identifier. Mais voilà, s'il y a un sprinter blanc qui défonce tout le monde, ou là comme sur le Warholm sur le 400 mètres haies, en fait on a envie de s'identifier avec la personne qui est la plus forte. Et pour aujourd'hui, c'est tout l'enjeu avec les Jeux paralympiques aussi, c'est en fait vous pouvez être inspiré par des athlètes paralympiques que vous allez voir, français ou même étrangers, et qui vous impressionnent, que vous admirez. Et heureusement que vous n'avez pas besoin d'avoir le même handicap pour pouvoir vous identifier en fait. Ce qui est intéressant, c'est leur parcours, c'est ce qui dégage. Il y a quelque chose dans le sport de très visuel, de très esthétique, de très énergétique. Ouais, quelque chose un peu charismatique aussi. Il y a dans le style, c'est un ensemble quoi. C'est un package avec la personnalité des athlètes. On s'identifie et on est inspiré souvent par ce que l'athlète dégage aussi sur la piste. Bien évidemment, il y a le côté dans le sport, c'est la compétition, donc on préfère s'identifier à des athlètes qui gagnent, mais on peut s'identifier à des athlètes qui toute leur carrière se battent pour aller décrocher un jour une médaille et les suivre et d'être derrière eux quoi. C'est ce qu'il y a de beau dans le sport, et pouvoir partager des émotions avec elles. Ouais. Il y a un autre sujet dont tu parles ouvertement, c'est le harcèlement scolaire que tu as subi dans les années 90. On a le même âge, donc ça devait être dans les années 90. Non, je crois que ça devait être... si, peut-être. Mais peut-être 99-2000, je pense. Ça devait être par là. Ok. Mais c'était à l'école, c'était pas dans le sport. Non, c'était à l'école, c'était au collège. J'étais en 3e, donc c'était assez tard au final. Je pense que c'est l'année de sortie de Matrix. Ça doit être 98 ou 99. Je pense que c'est juste après la victoire des Bleus. Donc ça doit être 99, un truc comme ça. Et effectivement, en fait, c'était quelqu'un avec qui je faisais de la natation. On n'était pas du même club, mais moi, j'ai fait 13 ans de natation. Je commençais bébé nageur de mes 2 ans jusqu'à mes 15 ans. Je faisais du coup beaucoup de sport. Et ouais, le harcèlement a commencé... je sais pas vraiment pourquoi, en fait. J'ai commencé à être mis un peu sur le côté, à subir des moqueries. On m'appelait le manchot. On
prenais mes affaires, on les mettait à la poubelle, mon sac, etc. Et puis c'était répétitif. Au début, c'était une personne. Après, ça a été un peu plusieurs. Et c'était assez marrant parce que, enfin, marrant. C'est pas amusant et c'est pas du tout marrant. C'est pas une période qui a été marrante, mais sur plutôt le côté étrange, c'est que au début, donc avec la prothèse myoélectrique, quand j'étais arrivé au collège, j'étais un petit peu la star du collège, quoi. C'est-à-dire que tout le monde avait envie d'être pote avec le mec qui était Robocop ou qui pouvait bouger sa main et faire des trucs assez marrants, quoi. Mais là, ouais, j'en sais rien. La connerie de l'adolescence, certainement. Pas vraiment de raison. Peut-être l'ennui. Enfin, j'ai pas envie de justifier ça ou d'essayer de comprendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été une période très difficile. Ça a duré plusieurs mois. Et à un moment, j'étais en pleurs dans mon lit à Rochefort-sur-Loire où j'habitais avec ma mère et je lui dis, en fait, je peux plus y aller, quoi. Tout simplement, quoi. C'est plus possible. Et donc j'y suis plus retourné, j'ai changé de collège et à ce moment-là, enfin j'ai aussi changé parce que j'ai été très gentil, je suis toujours très gentil, hein, mais je savais pas me défendre. C'est-à-dire je savais pas me défendre autant, je pense, dans la répartie, dans l'argumentaire ou par l'humour ou autre, ou même physiquement. Puis là en plus pour le coup, Alban il s'avouait, il devait faire la taille que je fais aujourd'hui, quoi. Il devait faire 1m80 ou 1m85 peut-être déjà à cet âge-là. Moi j'ai grandi tard. Je devais faire 1m67 ou même peut-être un peu moins à ce moment-là. Donc au final, je savais pas me défendre et je crois il y avait une grosse incompréhension, quoi. Donc en fait, je pense que pour toutes les personnes qui vivent un harcèlement, le problème est le harcèlement en lui-même, les moqueries, mais ce que ça génère ensuite sur l'aspect d'introspection, de culpabilité, d'autodestruction, de se dire au final de culpabilité, de dire j'ai un problème, en fait c'est moi le problème. Et déjà si on n'a pas forcément une très bonne estime de soi pour quelque raison que ce soit, mais par rapport à une différence par exemple et des regards qu'on subit, voilà, depuis même si on est habitué, bah ouais, ça peut être hyper destructeur. Donc derrière ça, l'éducation et le sport m'ont vraiment aidé. L'éducation de mes parents, l'école aussi, et le sport aussi. Alors je dormais sur un matelas par terre à ce moment-là. J'avais pas de sommier, donc je mettais le matelas contre le mur dans ma chambre et en fait je m'amusais à faire un peu comme un punching ball, quoi. Donc en fait je m'entraînais. Je pense que ça me permet de me défouler, mais au final j'étais en train d'apprendre à me défendre, un peu comme j'aime beaucoup le taekwondo. C'est très tu vois, très explosif, très sautillant, hyper esthétique. J'ai vraiment une approche avec le sport aussi très très esthétique. Ça a été mon premier coup de cœur avec le saut longueur, ça a été ça. Et je m'entraînais à faire à faire des coups de pied ou autre. Et en fait à ce moment-là, je me souviens quand j'ai changé de collège, j'ai changé de coupe de cheveux d'ailleurs, j'avais une teinture blonde, j'étais un peu plus renfermé, j'étais sociable et en même temps solitaire. Je pense que je suis toujours un petit peu comme ça d'ailleurs. Et si on me cherchait, en fait, je cherchais pas à comprendre et je répondais pas avec des mots, mais physiquement, ce qui est pas du tout une bonne chose, hein. Mais je pense que c'était un moyen pour moi de m'affirmer et un moyen de montrer que voilà, fallait me respecter et d'affirmer une certaine personnalité. Ça a pas duré longtemps et après d'ailleurs, j'étais plutôt à défendre aussi les autres s'il y avait des problèmes. Et ce qui m'a valu être pote avec un peu les racailles du collège, ou les petits groupes qui du coup me respectaient, ce qui est assez stupide, hein, d'ailleurs. Puis rapidement j'ai compris bien évidemment que la violence n'était absolument pas une solution, parce que ça m'a valu d'ailleurs quelques problèmes à des moments. Et puis ensuite le sport m'a beaucoup aidé, parce que de toute façon on dit souvent c'est une école de la vie. On l'entend beaucoup moins aujourd'hui parce que le sport est beaucoup moins central quand même, que ce soit à l'école où les ados sont moins attirés par le sport de manière un peu générale. Mais ça permet de rencontrer l'autre, ça permet justement d'avoir des règles. C'est les mêmes règles pour tout le monde, même s'il y en a qui trichent, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde, quelle que soit notre différence. Ça nous permet de côtoyer des personnes qui viennent d'univers complètement différents, sociaux, qui ont eu des parcours différents, donc des parcours de vie aussi différents. Et c'est très très riche, ça apprend un cadre en tout cas, certaines disciplines, de respecter encore une fois des règles communes, et puis ça apprend aussi la solidarité, et puis tout ça par le jeu, par le ludique, donc c'est quand même hyper cool. Donc le sport a beaucoup aidé, je pense, pendant cette période. Un truc que tu as dit en interview que j'avais trouvé intéressant, c'est que l'image que la plupart des gens ont de l'athlète, c'est les souvenirs qu'ils ont de l'athlète qu'ils ont fait à l'école. Ouais, souvent, ouais. C'est pas toujours positif. Effectivement, les souvenirs que beaucoup ont, et c'est marrant quand je rencontre des gens qui soit me connaissent ou d'autres qui ne me connaissent pas, et derrière le lien en fait c'est de dire ah bah oui, le saut en longueur j'en faisais quand j'étais à l'école, ou j'en ai fait un petit peu en club, mais généralement celles de ceux qui partagent leur expérience à l'école, elle a pas forcément été bonne tout le temps. Alors c'est très professeur dépendant.
Et après, très dépendant aussi du programme, en fait, du programme qui est pas forcément très passionnant. Enfin, je sais que j'ai fait les 3 fois 500 mètres au bac. Je sais que ça existe encore. Si je n'avais pas connu l'athlé en club, si j'avais pas été piqué par cette passion avant même de goûter à l'athlétisme, dès l'âge de 5 ans, je pense que j'aurais jamais fait d'athlétisme, quoi. L'athlétisme que j'ai vécu à l'école n'était pas passionnant, n'était pas fun. Et c'est assez dommage, en fait. Tout l'aspect ludique, justement, tout l'aspect jeu qu'on peut avoir en école l'athlé avec les relais aussi, les choses en équipe, le fait de développer sa coordination, mais encore une fois, de manière marrante, fun et pas contraignante. Les règles à l'école et les règles qui étaient faites, je sais pas si c'est toujours le cas sur les programmes d'athlétisme, ça envoie pas du rêve, quoi. Alors que le sport, ça doit être du plaisir. Il y a énormément de collégiennes, je dis ça parce que c'est plus simple quand même en primaire. Le côté jeu, justement, en primaire, il est beaucoup plus présent. Derrière, au collège, il commence à avoir les corps qui changent, commence à se forger une personnalité. Chacun grandit pas au même moment. C'est la période un peu difficile où on est en train d'essayer de tous et toutes s'accepter. Et le sport, quelque part, il doit être encore plus ludique, en fait, à ce moment-là. Il doit avoir des règles, bien évidemment, mais ça doit être hyper ludique. On doit toujours être dans le jeu, on doit toujours être dans l'amusement. Là, c'est marrant. C'est l'anecdote par rapport à Diversity Days. Je suis dans un groupe et en fait, Diversity Days, ils vont avoir des maillots pour le marathon pour tous, pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Et dans le groupe, il y en a certains qui disent non, mais je vais pas le faire et tout ça, parce que et je dis mais pourquoi, j'essaie de motiver au maximum. Je dis mais c'est une opportunité unique, en fait, énorme. Mais là, on parle pas de performance, on s'en fout, en fait. Le but, c'est vous allez vivre ensemble une expérience de dingue, et quel que soit le niveau, le but, c'est de faire le 10 km, quoi, et de kiffer, prendre du plaisir. Et en fait, il y a le truc de moi je cours pas. Je dis c'est pas grave, tu le fais en marchant. Tu sais que la marche, c'est une discipline aussi. C'est d'ailleurs une discipline assez dure, mais là tu fais à ton rythme. Et en fait, j'imaginais ce qu'elle avait pu vivre, par exemple, au collège. Parce qu'il y en a beaucoup qui, par exemple, je sais, n'allaient pas faire de la natation parce qu'elles n'avaient pas envie ou ils n'avaient pas envie de montrer leur corps, d'être sous le jugement des autres. Et ça va être pareil avec plein de sports, parce que encore une fois, cette période, elle est difficile. Et du coup, parce qu'on a pu être traumatisé, soit par des profs, soit par le programme, soit par le regard des autres, tout un tas de raisons différentes, soit parce que aussi c'est l'époque rebelle et on se dit vas-y, c'est bon, le sport c'est la matière pour laquelle on peut se permettre, entre guillemets, de rien faire, de faire un mot, dire je suis malade ou je sais pas quoi. Ce qui fait qu'au final, là où on devrait continuer à pouvoir donner envie de faire du sport, à pouvoir s'amuser et de sortir du côté contraignant, c'est tout l'inverse, et ça crée vraiment un truc de pour certains, en fait non, je fais pas trop de sport parce que si on n'a pas touché, ça d'ailleurs c'est une stat intéressante, si avant l'âge de 12 ans on n'a pas fait de sport, donc ça plutôt en club, on n'a pas été habitué à en faire régulièrement, on a 6 fois moins de chances de s'y mettre à l'âge adulte. Ce qui veut pas dire que c'est pas possible, hein. Nous, les athlètes de haut niveau, le fait de pouvoir vivre de nos sports, c'est difficile, mais c'est une chance, c'est un privilège. Vivre de notre passion, c'est quand même incroyable. On vit des moments et des émotions qui sont folles, quoi. Alors pour le coup, dans les hauts comme dans les bas, mais vraiment, on se sent vivant, quoi. C'est grisant, c'est génial. C'est grâce aux athlètes qui font des performances, qui vont décrocher des médailles, qu'on voit dans les sports indiv, dans les sports co, que les enfants veulent faire du sport après. C'est comme ça que moi j'ai été inspiré, c'est comme ça que d'autres sont inspirés, même si aujourd'hui les réseaux sociaux me sont hyper importants, donc il faut aussi pouvoir être sur les réseaux sociaux et pas qu'à la télé. C'est essentiel, mais derrière ça, l'enjeu, c'est surtout de faire du sport, parce que c'est un enjeu de santé publique. Il y a tout un tas de maladies chroniques qui sont déjà présentes, mais voilà, de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, d'obésité ou autres, qui augmentent, mais de manière peut-être pas exponentielle, mais très rapidement. Et en fait, on va se prendre un tsunami dans la figure dans les années qui viennent. On n'est absolument pas prêt d'un point de vue dispositif de santé, vu qu'en plus au niveau de la santé, il y a moins de moyens, et donc il faudrait faire d'autant plus de prévention. Et on sait que le sport, c'est un super levier, c'est un super moyen justement pour prévenir tout un tas de maladies et même réverser, par exemple, les personnes qui sont sur le chemin de potentiellement avoir un diabète de type 2, on sait que par l'alimentation et par l'activité physique, en fait, on peut faire gagner des années et des années d'espérance de vie. Donc l'enjeu, il est là, au final, il est beaucoup plus important. Donc les profs doivent être valorisés, les programmes doivent être fun,
Le sport et le jeu, le ludique, le jeu coopératif aussi, pas être forcément que dans la confrontation et dans la compétition, c'est réinventer un peu les méthodes. Il y a énormément de choses à explorer à ce niveau-là. Il y a trop peu d'investissements faits dans le sport de haut niveau, dans le développement du sport et dans le sport de manière générale pour le sport santé, pour l'éducation, pour le développement. Donc, c'est important, quoi. Tu parlais des athlètes qui font rêver les jeunes. Tu fais partie des nombreux athlètes qui ont rêvé en voyant Carl Lewis et Mike Powell au Mondiaux de Tokyo 91. Ouais, alors moi, c'est mon premier contact avec l'athlète et le son longueur, c'est les championnats du monde à Tokyo en 91. J'ai su après que c'était les championnats du monde de Tokyo en 91. Moi, ce qui m'a touché, c'est simplement le fait que je voyais des athlètes qui volaient. Pour moi, ils volaient. La technique du double ciseau que Jules Pommery devrait commencer à faire. Jules, voilà, petit clin d'œil. Il a eu une médaille au championnat d'Europe grâce à son double ciseau involontaire. Donc maintenant, en le maîtrisant, tu peux aller beaucoup plus loin, Jules. Non, mais en gros, quand on fait le double ciseau, on a l'impression que les athlètes volent. Et donc là, je voyais deux des plus grands athlètes de l'histoire en saut en longueur. Et c'était juste incroyable. En fait, moi, j'ai été touché par ça, fasciné, et je me suis retourné vers mon père et je lui ai dit, quand je serai grand, je dis moi aussi, je veux voler et je ferai les Jeux Olympiques. Mais de manière aussi irrationnelle que de dire à l'époque, c'était plutôt être vétérinaire, pompier, astronaute, des métiers comme ça. C'était pas encore être influenceur ou youtubeur. Mais en gros, ouais, c'est resté dans un coin de ma tête. Donc l'esthétique était très forte. Et oui, donc sur l'inspiration par rapport à Carl Lewis ou à Mike Powell, des athlètes comme ça a été réellement ça. Alors aujourd'hui, pour le coup, j'ai une approche un peu différente. Enfin, clairement, Carl Lewis m'a déçu après sur d'autres points, mais plus sur d'un point de vue humain, sur les valeurs justement qu'ils pouvaient partager. Et au-delà de la performance, il y a d'autres choses qui sont hyper importantes pour moi et qui me font apprécier des athlètes en fait. Il y a la notion humaine et ce qui dégage et ce qui partage comme message qui les rend d'autant plus grands, d'autant plus respectables et charismatiques. Tu parlais tout à l'heure des Europes d'Assen en 2003. À l'époque, tu faisais de la hauteur. T'en as fait jusque quand de la hauteur ? J'en ai pas fait beaucoup plus longtemps, j'en ai fait jusqu'à 2004 en fait, de la hauteur. Ouais, là, à ce moment-là, je touchais encore à tout, j'étais pas du tout spécialisé, je faisais du triple saut, je faisais de la longueur, je faisais de la hauteur, je faisais du 110 mètres haies. J'ai commencé à me spécialiser vraiment vers espoir, quoi. Mais il y a pas de haie en athlé para. Non, en athlé para, non, il y a pas de 110 mètres haies ou de 100 mètres haies ou de 400 mètres haies. Ce qui serait dommage d'ailleurs en déficient visuel 400 mètres haies, je verrais bien, c'est preuve. Ouais. C'est aussi pour ça que t'as arrêté les haies, quoi que t'aurais pu faire des face aux valides. J'avais pas le même potentiel, je pense. Les haies, c'est génial parce que tu travailles le rythme et j'adore les haies. C'est pareil, c'est hyper esthétique, c'est hyper beau et les sensations sont géniales, quoi. Après, non, j'étais les meilleurs dans les sauts et moi, ce que je rêvais de faire, c'était la longueur et c'est vraiment là où j'étais le meilleur. La hauteur, c'était très cool. J'aimais beaucoup la hauteur, mais c'est pareil, j'ai plus de sensations sur la longueur, quoi. Tu pourrais sauter sans prothèse, réglementairement ? Ouais, bien évidemment, réglementairement. Donc moi, pour expliquer un petit peu, la particularité des Paralympiques, les Paralympiques, c'est favoriser réellement l'équité et donc l'égalité des chances. Donc on concourt avec des catégories. Donc il y a des catégories de handicap. Moi, je concours avec des athlètes qui sont soit comme moi, nés avec une malformation, soit sont amputés, soit ont une perte partielle ou totale d'un de leurs bras. Et donc il y a pas mal d'athlètes qui sont nés avec une malformation congénitale et qui courent sans prothèse. Le sprinter brésilien, je suis désolé, je suis un peu fatigué, j'ai trop de mémoire, donc là, je retrouve pas son nom, mais sur 100 mètres, qui a le record du monde et qui est multi-champion paralympique, il court sans prothèse. Il court sans prothèse et on a réellement, c'est la même chose. Moi, je me suis habitué à courir avec une prothèse, à courir et sauter avec une prothèse. La prothèse au final, si je l'enlève, je l'enlève quand je suis chez moi, quand je fais la cuisine, voilà, sur certaines activités, je vais être plus à l'aise avec et je vais faire plus de choses avec et parfois je vais faire plus de choses sans. Donc la cuisine, c'est mieux sans, comme Grégory Cuéron pour ceux qui ont la référence. Pour faire mes lacets, pour marcher, si j'enlève ma prothèse, en fait, j'ai plus le balancier des bras. C'est tout bête, hein, mais j'ai plus le balancier des bras. Et pour courir, en fait, j'ai vraiment le balancier, j'ai beaucoup plus d'équilibre, à tel point que quand je suis arrivé pour la première fois au championnat de France en 2002 en handisport,
J'arrivais pas à savoir quel était, c'était une manche longue l'hiver en salle, et j'arrivais pas à voir ce que j'avais comme handicap en fait, parce que j'étais déjà assez équilibré, avec une prothèse qui ressemblait à une main. Et en fait, moi, c'est en termes d'équilibre. C'est pour ça que je travaille toujours ça en termes de poids. Si aujourd'hui je saute sans prothèse, je pense que je tombe en fait, ou je pense que ce serait très compliqué. Il m'est arrivé en 2000, c'était en 2008, sur la préparation des jeux de Pékin, sur un 100 mètres. C'était le jour où j'avais fait mon record. Ou non, j'allais battre mon record justement. C'était un autre. J'allais battre mon record en finale. Je suis 10,97 et en gros je perds. Il y a une partie de ma prothèse qui s'envole. Et je sais pas, il me reste 30 mètres, 25-30 mètres de course, quoi. Et je suis en train de courir, et là, j'ai un bout qui part comme ça. Et donc, il y avait du bois. J'ai eu un moment où je me suis dit, mais je vais tomber, en fait. Ça m'a déstabilisé. Et c'était incroyable, en fait. Je sentais un poids hyper léger. Et c'était hyper bizarre. Vraiment, la sensation était très, très bizarre. Pour moi, j'ai failli me blesser, quoi. J'aurais pu me péter dans la course. Par contre, il faudrait que je retrouve la vidéo, parce qu'en fait, c'était filmé, c'était des meetings. Pour le coup, c'était le meeting c'est le meeting de Montgeron, qui existe toujours, quoi. Et donc, j'étais avec les sprinters, voilà, niveau, national, international, bon, peut-être pas dans la course dans laquelle j'étais, mais c'était filmé, quoi. Et donc, on voit sur leur, et on se marrait avec les potes d'entraînement, parce que tu vois sur la course comme ça, et tu vois un bras partir en l'air. C'était pas mal. C'était assez folklore, j'ai bien aimé. En 2008, donc tu gagnes les Jeux de Pékin assez facilement. Assez facilement, en tout cas. Entre 2004 et 2008, j'ai eu des problèmes au dos. Moi, j'ai une lysie smique depuis l'âge de 17 ans. Et là, c'était pas lié vraiment à ça, mais j'avais un problème par rapport à mon nerf sciatique, et ça me lançait sur vraiment tout le dos et l'ischio, le fessier, ischio-jambier assez bas. Je m'étais blessé aussi à l'ischio à cause de ça. Il y avait des moments, je pouvais pas me baisser pour faire mes lacets justement. Je me souviens que j'allais pas en cours à ce moment-là, à des moments, parce que c'était hyper douloureux, et ça a duré pendant 3 ans, quoi. Et j'ai failli arrêter l'athlé à ce moment-là. J'étais au PUC quand je suis arrivé à Paris. Et en fait, c'est quand j'ai intégré un groupe pro, le team Lagardère à l'époque, j'ai commencé à m'entraîner avec Guillaume Tanon, que mes problèmes de dos ont disparu, et je travaillais à ce moment-là avec un prépa mental. J'ai eu plein de médecins, j'ai plein de... je portais des boucles d'oreilles, on me disait, mais c'est peut-être tes boucles d'oreilles et tout. J'avais enlevé mes boucles d'oreilles. Bon, ça améliorait rien. J'ai vraiment testé pas mal de choses, des entrées posturales, les dents. J'avais vu un orthoptiste. Donc, l'orthoptiste, c'est pour voir si, par exemple, j'ai un strabisme, un peu comme, j'allais dire la latéralité au niveau des pneus sur, le parallélisme au niveau des pneus sur une voiture, par exemple. C'est-à-dire que c'est la même chose avec les yeux, et aussi sur la convergence, divergence et tout. Et il me dit, mais vous avez une vue d'aigle? Je lui dis, comment ça? Il me dit, mais vous avez 20 dixièmes aux 2 yeux. C'est possible ça, 20 dixièmes aux 2 yeux? C'est bizarre. En maths à l'école, c'était pas possible en fait on peut avoir 10 sur 10, mais non, on peut pas avoir plus, quoi. Mais ouais, en gros, ça a duré pendant 3 ans. J'ai failli arrêter l'athlé, et l'année donc 2007-2008, quand je commence avec Guillaume Tanon, je me dis j'ai plus de record. Je m'entraîne avec les meilleurs sprinteurs français à l'époque, et je progresse tout de suite très vite. Je m'étais jamais entraîné aussi de manière aussi professionnelle. Tout l'écosystème aidait vraiment. Et puis moi, c'était un peu, en gros, ça marche, ou sinon on fait autre chose quand on arrête, parce que clairement, l'athlète, ça coûte de l'argent. Et même si là j'étais à haut niveau, j'avais déjà été champion du monde aussi. En 2006, je gagnais pas d'argent du tout, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, alors c'est pas mon record que je fais à ce moment-là. Je bats le record du monde, et assez facilement, parce qu'il y a un gros gap en fait avec les autres. Dès mon premier saut, en fait, j'avais déjà gagné, donc il y a pas eu vraiment de compétition avec les adversaires. J'étais un peu au-dessus. L'Ukrainien, il y avait le Marocain qui était arrivé premier, deuxième à Athènes en 2004. Moi, j'avais fait mes médailles de bronze en 2004, mais ils étaient plus là. Donc effectivement, ça avait laissé un peu de place, et il y avait moins de densité à ce moment-là. Ouais. Et financièrement, ça a changé quelque chose, le titre paralympique? Financièrement, le titre paralympique, ça a tout changé, parce que grâce à François Lamour, qui était l'ancien ministre des Sports, à ce moment-là, il a mis les mêmes primes pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc, on passait d'une médaille d'or alors je sais plus combien c'était en 2004, mais je me souviens, j'ai gagné 2 400 € avec ma médaille de bronze en 2004.
Là, la médaille d'or, c'était 50 000 euros, ce qui me paraissait, moi, une somme juste hallucinante quand tu gagnes pas d'argent et d'un seul coup, tu gagnes 50 000 euros, mais ce qui m'a permis, de faire un investissement. Je t'ai pas dépensé, le seul truc que j'ai acheté, c'est une télé. J'avais une télé que j'avais achetée à 15 ans à Cash Converter et que j'avais gardée depuis le temps. Et là, j'avais acheté juste une télé, un écran plasma parce que je suis assez cinéphile et j'ai une école de cinéma. Donc, je dis, quand même, si je peux avoir des bonnes conditions avec du bon son pour pouvoir regarder des films, c'est pas mal. C'est le seul truc. Mais ça a un peu tout changé. J'ai commencé à avoir des sponsors à partir de ce moment-là et vraiment, on va dire que la carrière a commencé vraiment à ce moment-là, quoi. J'avais une approche dans ma tête assez professionnelle, mais en fait, c'était impossible, sans moyens, c'est impossible de le mettre en place, même si on se dit, dès que j'ai un peu d'argent, je le mets, j'investis dans des semelles, dès que j'avais un peu de moyens, j'investissais dans quelque chose et on parlait de ça d'ailleurs en stage là à Stellenbosch en janvier avec Caf et Gomis qui est mon entraîneur maintenant, et avec Caf, il se dit non mais les années où j'ai le plus performé, c'est les années où j'avais le plus de moyens. Parce que je pouvais avoir faire plus de soins avec les kinés ou voir spécialistes faire de l'acupuncture. Tu fais ce dont tu as besoin par rapport à ton corps pour récupérer, pour faire de la prévention, pour essayer d'optimiser un petit peu tout dans ta vie. C'est pareil, si tu veux bien manger, de bonne qualité, des bons aliments ou des aliments bio, frais, qui viennent juste à côté. Alors des fois c'est moins cher, mais des fois c'est aussi plus cher. Donc c'est un budget. Donc tout ça, c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte du budget que ça représente si on veut vraiment tout optimiser. Déjà juste dans sa vie quotidienne, donc déjà de pouvoir vivre, mais ensuite d'optimiser pour avoir les meilleures conditions possibles d'entraînement. Et puis après, aujourd'hui, le haut niveau, c'est encore autre chose par rapport aux équipes, aux besoins aussi en recherche et développement. On peut avoir des préparateurs physiques dans plein de sports, même en athlétisme, ce qui était culturellement pas vraiment le cas. L'entraîneur et le préparateur physique. Maintenant, il y a aussi pas mal de préparateurs physiques en athlée, préparateur préparatrice mentale, et puis des personnes qui vont bosser sur l'analyse des données, donc data analyst. On va avoir plein de métiers qui n'existaient pas entre guillemets avant, qu'on va venir agrémenter, et les autres pays progressent parce que ils investissent. Et donc les athlètes ont des staffs beaucoup plus entre guillemets compétents, mais surtout par moyen, parce qu'on a des personnes très très compétentes en France qui sont généralement pas forcément très bien payées. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui partent soit dans le privé ou qui partent à l'étranger. Mais pour pouvoir performer, ça demande des moyens. Ouais. Et ça coûte combien une prothèse ? Ta prothèse de compète par exemple ? Ma prothèse de compète, j'ai eu la chance depuis le début d'avoir des prothésistes qui donnent de leur temps, qui mettent à disposition aussi des matériaux et des équipements. Ensuite, parfois j'ai payé, et d'autres fois ça a été à travers là comme le programme Paraperf qui existe, qui permet de travailler sur la recherche et l'innovation d'équipements sportifs. Des fauteuils par exemple de course, ça peut être des lunettes ou des accessoires pour des athlètes déficients visuels, ça peut être des prothèses, des orthèses, vraiment individualisé, recherché pour optimiser la performance. Et donc au niveau des coûts, moi on va dire que le plus que j'ai payé, c'est autour de 2000 euros, 3000 euros à peu près, donc ce qui est pas énorme du tout. Des prothèses type des lames comme Marie-Amélie Le Fur, Tiffaine Soldé ou Dimitri Pavadé qui portent, en gros, ça peut monter jusqu'à 16 000, 20 000 euros. Ça coûte cher. Aujourd'hui, il y a plus de partenaires. Il y a aussi des partenaires de prothèses, des prothésistes qui sont présents. Donc, c'est hyper important parce que, en fait, des lames, après, on peut en casser, quoi. C'est comme des perches, en fait, Tu peux en casser quand ça coûte aussi cher et que c'est à toi de sortir cet argent de ta poche. On comprend vite les difficultés. T'as combien de prothèses au final ? J'ai une prothèse pour la musculation, j'ai une prothèse pour sauter, là, qui est un peu prototype, qu'on est en train de développer encore, parce qu'on fait pas mal de tests encore. Donc j'ai 2 prothèses, on va dire, pour la course et pour le saut. Ça, c'est vraiment pour l'entraînement. Et après, j'ai cette prothèse-là pour la vie quotidienne. J'ai une prothèse myoélectrique aussi, donc qui bouge. Et j'ai des prothèses design parce que je crée des projets qui lient l'art, la culture, le sport et l'innovation comme aussi moyen de changement de regard et une perception sur le handicap et la différence, et de questionner aussi le rapport au corps et à la différence. Et donc là, on travaille sur des prothèses design, par exemple, avec un projet qui s'appelle Brador Bradar, avec Dimitri Linka, qui est un designer,
premières fois qu'il travaillait sur sur des prothèses et c'est hyper design, hyper esthétique, hyper architectural et dynamique, c'est assez fou. Et avec Théo Safroy qui a fait des photos, il me suit depuis un peu plus de quasiment 3 ans maintenant, et on va faire une exposition là parce que c'est un projet qui est labellisé Olympiade culturelle et c'est un projet aussi pour sensibiliser, parce que après lorsque je vais dans des écoles justement rencontrer des enfants, les mettre à différents sports para, enfin les faire essayer, je me suis rendu compte que cette prothèse et ces prothèses en tout cas design et originales sont un outil d'ouverture au dialogue assez incroyable pour permettre de déconstruire tout un tas de stéréotypes et vraiment amener un côté positif, fun et ludique encore une fois, donc c'est assez sympa. Donc voilà, des prothèses j'en ai 5-6, peut-être un peu plus même. C'est une chance hein. Tu fais partie des rares athlètes para qui ont tenté de se qualifier pour les Jeux olympiques. Ouais. Contrairement à quelqu'un comme Marcus Reim qui lui saute avec une lame, toi ton handicap il te donne absolument aucun avantage. Oui, alors Marcus Reim il saute avec une lame. Tous les athlètes dans cette catégorie sautent sur la lame depuis pas mal d'années maintenant, on va dire depuis les années début des années 2000. Ça a progressé énormément et Marcus a un record à 8,72 m, donc c'est hallucinant. Ce qui est pas évident, c'est que effectivement, quand on connaît pas une discipline, enfin, on connaît tous son longueur, mais c'est qu'on a envie de comparer et on a envie de comparer par rapport à ce qu'on connaît. Pour le coup, on va comparer par rapport à des perfs de valides. Sauf que là, c'est pas comparable. Il faut comparer par rapport à la catégorie, parce que une lame, ça renvoie beaucoup plus qu'un pied. Malgré tout, il lui manque une jambe. Donc c'est incroyable en fait de sauter avec une prothèse comme ça. Par contre, ce qui se passe sur la planche par rapport à la vitesse à laquelle il arrive, il y a absolument aucune comparaison qui peut être faite avec quelqu'un qui saute avec ses jambes. Donc en comparaison, moi, c'est vrai que c'est juste un petit peu plus difficile en fait quand il manque un avant-bras. Il y a pas mal de compensations, beaucoup plus que ce que je pensais, parce que là sur les tests qu'on fait, je me rends compte à quel point en fait même en marchant, juste avoir un poids, ça change tout de suite le maintien de mon bassin, d'avoir moins de mouvements parasites et de latéralité quand je marche, et de mouvements aussi avant-arrière, et donc d'avoir une meilleure application des forces juste en marchant, et en courant à 8 à l'heure, on est déjà à plus de 5% de différentiel juste en mettant 200 grammes de plus sur la prothèse. Donc après en course, en fait, les compensations sont assez énormes, donc faut imaginer que ça c'est un peu vrai pour tous les types de handicap. Les compensations sont juste incroyables, et pour le coup l'être humain est incroyable à ce niveau-là pour pouvoir ensuite faire des performances qui sont assez folles. Donc moi je souhaitais effectivement me qualifier en 2012 pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, parce que dans mon esprit c'était mon rêve d'enfant qui s'était transformé en objectif, mais surtout j'avais réellement le potentiel. Et entre les 7,23 m en 2008 et puis là où j'imaginais que je pouvais aller, vu que j'avais plus de problèmes au dos, je me suis dit mais en fait là j'ai un boulevard et je sais que je peux énormément progresser. Et après 2008, je suis record à 7,23 m et je dis je veux me qualifier pour les Jeux Olympiques. Et donc pour se qualifier c'était 8,20 m les minima, donc en gros c'est quand même un truc de... Je me dis le mec est fou parce que 7,20 m, 8,20 m, ça n'a absolument rien à voir, quoi. C'est une autre planète. Mais j'étais très confiant parce que je savais que là, j'étais dans une période hyper propice à la progression, en bonne santé, énormément progressé en vitesse aussi. Et je passe de 7,23 m à l'année suivante je fais une année dingue. Chaque concours, je bats mon record, sauf aux France. Et je crois que je termine la saison avec 7,70 m. L'année suivante, je fais 7,82 en salle et je suis sur le podium à Bercy derrière Salim Sdiri, recordman de France, toujours son longueur à 8,42 et en salle aussi 8,27. Et puis Cafétien Gomis. Donc hyper fier d'être derrière eux. On était en 2010, 2 ans avant les Jeux olympiques et paralympiques de Londres, et en gros je montre que je vais le faire, et je mords des premiers sauts aussi à plus du mètre. Je me souviens, je fais un saut à 7,80 à Bercy et je l'ai en photo d'ailleurs le déroulé. Je prends une très bonne planche et en fait j'ai mes pieds qui sont au-delà du record de France et j'ai mes fesses qui sont à 7,81. Et en fait pendant le saut, je sors du sautoir et je gueule, je crie, je fais ah! Et en fait, de frustration, de colère, et parce que je sens qu'il y a un truc que j'ai mal fait, mais j'arrive pas à savoir quoi. Et en fait, quand je vois les photos après, je me dis, mais c'est incroyable, j'ai les pieds qui sont au-delà du record de France et mes fesses qui sont plus de 50 cm derrière. J'ai fait un ramené horrible.
Donc ouais, je fais 7,91 l'été et puis j'ai fait des sauts, sauts plus loin à peu près à 8,20 et quelques-uns au-delà de 8,10, mais c'est des sauts mordus, certains de pas mal de centimètres et d'autres de quelques centimètres, des sauts qui auraient réellement changé ma vie pour le coup. Erwan Konaté a battu le record de France de espoir de Teddy. Mais Teddy, quand il avait fait 8,01, on était sur le concours ensemble à Aubonne et on se tire la bourre en fait sur ce concours-là. Et le 5e essai, il est devant moi. Je crois qu'il avait fait à 7,77, je dois être à 7,73, 72. Et sur le 5e essai, donc je sautais avant lui. Et sur le 5e, je fais un saut, mais vraiment je sens que le saut, franchement, il est presque parfait. Je suis à plus de 8 mètres, quoi. Là, je suis aux alentours de 8 mètres 10. Et en fait, le saut, il est mordu vraiment de pas grand chose. Je suis un peu bien dégoûté, ça se voit. Et, je sais pas, ça faudra demander à Teddy, je sais pas si ça le motive, mais en tout cas, il fait 8,01. Planche parfaite, voire parfaite mordue. Planche parfaite. C'est le jeu de la longueur. Et du triple. Planche parfaite, il fait 8,01. Et je me souviens que j'étais hyper en forme. La semaine d'après, il y a les championnats de France. Et je me dis, c'est bon, je vais faire les minima pour les championnats d'Europe en salle à ce moment-là, qui était à Paris et Bercy. Et je passe à côté complet. J'avais fait des tests justement cette semaine-là avec le nouveau poids, parce qu'on faisait des tests sur la prothèse. Et en fait, je me dis, je le sens bien. On avait eu plein de trucs positifs en mettant du poids, ce que j'étais pas habitué. Je prends le risque en fait de sauter avec ce poids-là, qui est un poids de 300 grammes, donc c'est quand même pas rien. Et je crois que je fais 7,72 en atterrissant debout et vraiment un mauvais concours parce que j'avais un échauffement, je me suis jamais senti à ce moment-là aussi en forme et j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour faire plus de 8 mètres. Et je l'ai fait pas. Et ce jour-là, j'ai vraiment déjoué pour le coup. Donc voilà, je me qualifie pas pour les Europes. Et après, si vous voulez regarder, il y a un documentaire qui s'appelle Arnaud Assoumani, l'homme au bras d'or, qui est sur YouTube, qui est gratuit, qui était réalisé par Benjamin Rassa. Il m'a suivi pendant 2 ans justement dans cet objectif un peu fou au final, parce que personne, en athlétisme en tout cas, à ma connaissance, on avait réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc non, effectivement, je me qualifie pas. Commence à reconnaître des blessures en 2012 mais ouais, pendant ces périodes-là, j'ai fait des sauts qui auraient pu me permettre, en tout cas, de me qualifier ou d'y être très proche, mais faut pas mordre. Et tu sais pourquoi tu mordais autant? Je mordais pas forcément tant que ça. Je m'en rendais pas forcément tant que ça, c'est juste que souvent en fait, des sauts qui peuvent être mordus vont être loin parce que on peut avoir une pose optimale en fait, ou une très bonne pose de pied. La contrainte c'est la planche, c'est la plastine, la limite en tout cas. Et donc lorsqu'on a pu ça, on peut entre guillemets se lâcher. Donc des fois, ça se joue à pas grand chose quoi. Donc j'ai fait des sauts qui sont plutôt pas mal, plutôt corrects, très près de 8 mètres. Mais des sauts mesurés, j'en ai pas fait jusqu'à aujourd'hui à 8 mètres, mais je désespère pas. Je suis encore en carrière. Clairement, j'en suis très loin sur les dernières années. J'ai eu pas mal de blessures et tout, mais cette année là, ça fait vraiment une bonne dizaine d'années que j'ai pas été aussi bien, et donc je me fixe pas de limite. On verra, mais l'objectif c'est de gagner à Paris, et pour gagner, il faudra être au-delà de 7,70 m. Dans tous les cas, voilà, faut que je sois de nouveau sur ces perfs-là. Mais ton record du monde dans ta catégorie, c'est 7,58. Alors non, c'est plus record du monde maintenant. Alors c'est un peu particulier. Ça, pour le coup, c'est vraiment propre aux Paralympiques. Alors 7,58, c'était l'ancien record du monde. Le record du monde, en fait, il faut qu'il soit réalisé dans une compétition World Para-Athletics. Ouais, c'est pour ça que ton 7,82 a jamais compté. En fait, voilà, moi, 90% de mes compétitions étaient en valide parce que le but, c'est de m'opposer à des athlètes qui vont me permettre de me challenger. Et vu que j'étais le meilleur au monde dans ma catégorie en paralympique, il faut que je saute contre des mecs qui sautent 8 mètres, quoi. Et donc, ouais, le 7,82 m ou les autres perfs n'ont pas été reconnus comme record du monde. Donc aujourd'hui, c'est Yankee, le Cubain, qui est jeune, qui est hyper bon, qui a fait 7,74 m là, qui a battu le record du monde. Donc quasiment sur des performances similaires, mais c'est moi qui ai sauté le plus loin en tout temps. C'est pas reconnu comme le record du monde aujourd'hui. C'est assez faut que je saute plus loin, voilà. Pourquoi ça? Pourquoi c'est pas reconnu? Parce que stupide, ça, c'est parce que ils veulent que ce soit une performance World Para-Athletics. Alors ça fait sens par exemple pour des athlètes qui sont non-voyants et qui sautent ou malvoyants à la chaux. Donc la chaux, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que par rapport à la règle que World Athletics souhaite tester sur une zone où on mettrait le pied, on mesurerait au pied directement, il n'y a plus de plasticine, et donc c'est une autre discipline, clairement.
c'est exactement la discipline pour les athlètes malvoyants et non-voyants en paralympique, en fait. Il y a une chaux, donc c'est une espèce de talc qui laisse une marque et on mesure à partir du pied. Donc là, je comprends parce qu'effectivement, il n'y a pas de chaux dans une compétition FFA ou World Athletics. Et là, pour le coup, dans ma catégorie ou dans la catégorie de Marcus, c'est exactement les mêmes règles avec la piste, la planche. Donc il pourrait l'homologuer, mais pour moi, c'est de l'administratif, quoi. Tu constates quelle évolution dans ton sport depuis tes débuts ? Je constate une très belle évolution, beaucoup plus de densité dans un peu toutes les disciplines, beaucoup plus de femmes dans ma catégorie et dans le saut longueur, certainement la discipline la plus dense en saut. C'est hyper intéressant parce que c'est ce qu'on aime dans le sport. Avant de commencer, on ne sait pas qui va gagner. Tout peut se passer. Il y a des athlètes qui arrivent chaque année ou tous les 2 ans, 4 ans. C'est hyper stimulant, surtout qu'au final, c'est vrai que moi je regarde assez peu en arrière et quand je suis dedans, tant que je suis dedans en fait, ça c'est vraiment d'ailleurs quelque chose que plein de gens qui ne font pas du haut niveau, même des gens des fédérations ne comprennent pas forcément. En fait, les gens peuvent dire c'est terminé, tout ça. Non, tant que t'es en carrière, tu peux faire des perfs. Le sport de haut niveau, c'est ça justement. Ce qui est magnifique dans le sport, c'est de créer la surprise. Et tant que c'est pas terminé, et tant que le match n'est pas sifflé, tu peux encore marquer. Aujourd'hui, il y a une vraie densité et c'est excitant. Et donc, le truc qui est assez génial et dont je suis assez fier pour le coup. Alors déjà, je vais participer à mes 6e Jeux paralympiques. Enfin, je trouve ça assez fou parce que c'était il y a 20 ans mes premiers, quoi. J'ai pas l'impression que c'était il y a si longtemps et en même temps, il s'est passé tellement de choses depuis. Et au final, je suis le seul à être là depuis tout ce temps-là, quoi. Je sais pas combien des autres athlètes, j'ai pas compté au final de me dire eux ils ont fait 2 jeux, 3 jeux, mais ouais pour le coup je suis le seul. C'est clair que je suis le seul à être là tout le temps, quoi. Donc je pense que du coup mes adversaires on se respecte énormément, c'est réciproque. Je pense qu'ils savent, ils savent que c'est pas parce que je suis plus âgé que je suis moins dangereux. Je pense qu'ils se méfient toujours et ils ont raison de se méfier. Donc c'est un peu le but et ils voient que y a pas mal de choses qui reviennent. C'est une construction et pour le coup l'expérience, aussi l'envie, le fait d'être à la maison, de concourir devant sa famille, devant ses amis, devant le public français, de mettre aussi le sens derrière, c'est-à-dire de laisser un héritage, de partager, de faire en sorte d'avoir plus de visibilité aussi pour les Paralympiques, voilà, de mettre une claque positive au public, aux personnes qui vont être là, parce que ça peut bénéficier à toute la société. Ça, c'est une motivation, moi, qui est même plus importante que mon rêve ou mon objectif. Ça alimente ma motivation et ça me donne une force qui est juste incroyable et qui est pas mesurable en fait, mais qui me permet justement au quotidien de faire des efforts que si c'était simplement le rêve de l'enfant, ces efforts j'arriverais plus à les fournir aujourd'hui, quoi. Et t'es content que ça soit au Stade de France et pas à Charletti ? Ouais, je suis hyper content que ce soit au Stade de France et pas à Charletti parce qu'à Charletti, je me suis fait ma plus grave blessure là-bas en 2020 pour le club Paris 2024 pour faire vivre une expérience hyper cool à des athlètes amateurs ou pas du tout athlètes qui confrontaient Marie-Amélie et moi en saut longueur et je me suis fait ma plus grave blessure. J'ai laissé un tendon de semi-tendineux au niveau distal, donc juste derrière le genou, sur ma jambe d'impulsion. Donc vraiment blessure grave, ça a été très dur. J'ai mis 1 an avec la rééducation pour revenir pour les Jeux de Tokyo et je suis 8e aux Jeux de Tokyo où je suis pas dedans du coup aussi. Pas de pression suffisante, pas de public, pas de pression suffisante, pas suffisamment d'adrénaline. J'ai l'impression d'être à l'entraînement. Physiquement, j'aurais pu faire des choses, mais ouais, je passe à côté. Vraiment, c'est la première fois, je pense, pour des jeux où je me dis, je réponds pas présent et quel que soit ce qui se soit passé avant, ce jour-là, j'étais pas dans ma bulle justement. Quand on a eu les championnats du monde l'année dernière à Charletti, j'ai vu à quel point, même en travaillant mentalement, j'ai un blocage et je mets un frein à main, quoi. C'est hallucinant. Donc, je fais 4e avec 6,97, je fais 7,05 la semaine d'après. Ouais, j'aurais pu faire, je pense, 7,30, 7,40 l'année dernière, en rentrant dans le saut, en fait. Mais clairement, là, c'est frein à main et ça rentre pas dedans. Donc là, cette année, je suis déjà dans d'autres dispositions physiques. Ça progresse beaucoup. Je vois des records aussi sur certains tests, donc ça c'est assez génial. Maintenant, il faut que ça se transfère sur la piste, en vitesse et puis en saut et après en compétition, quoi, progressivement, quoi. Tu sais à quelle heure ça sera ? Parce que là, c'était à 9h du mat à Charletti l'année dernière.
Ouais, alors malheureusement, et ça c'est vraiment, je me suis battu pour les athlètes aussi, pour faire en sorte qu'on puisse avoir une épreuve qui soit, en tout cas que ça change avec d'autres épreuves pour qu'on puisse être en l'après-midi ou en soirée, parce que là, ça va être le 5e championnat à la suite où on est le matin. Donc à Charletti, c'était à 9h du matin, levé 4h45, échauffé au stade à 6 heures, et enfin bref, c'est hyper tôt. C'est une autre discipline, hein, pour une discipline explosive ou une finale directe, sincèrement, c'est horrible. Là, ce sera encore le matin à Paris, donc session du matin. La session commencera à 10h, donc j'espère que ce sera vers 10h30 ou un petit peu plus tard. Pour le coup, c'est à moi vraiment de me préparer par rapport à ça, de faire en sorte que mon corps et que ma tête soient vraiment réveillés. Donc il va falloir tester différentes choses. Enfin, ça doit pas être un élément bloquant à la performance. Ça l'a été aussi. Ça faisait partie du fait que à Charletti, j'étais pas si bien que ça. Mais bon, à un moment, c'est la même chose pour tous les athlètes. Donc là, c'est trouver les bonnes stratégies pour être en forme le matin, quoi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir peur de gagner? Oui, j'ai déjà eu peur de gagner. Je racontais un petit peu l'anecdote en 2011 lorsque j'étais au championnat de France et que au championnat de France FFA, je savais que je pouvais gagner ce jour-là, et je savais que je pouvais faire plus de 8 mètres et gagner et me qualifier pour les Europes. Et pour le coup, j'avais conscience que ma vie réellement pouvait basculer, parce que d'être le premier athlète paralympique à faire plus de 8 mètres, me qualifier en France au championnat d'Europe. Et là, clairement, il y avait une petite voix qui est intérieure, qui, je pense, ça rajoutait un stress supplémentaire, et surtout le fait de se dire, je sais que je peux le faire, donc je ne peux pas perdre, c'est pas possible en fait. Je ne peux pas ne pas le faire. Et parce que je me dis, je ne peux pas le faire, bah, je le fais pas au final. C'est un peu le problème. Donc, mais ça, c'est arrivé assez rarement au final. C'est arrivé à d'autres moments, du mal à identifier, mais c'est surtout, ouais, c'est surtout ce moment-là, quoi. Après, le reste, j'arrivais généralement à m'exprimer et à pouvoir un peu plus me lâcher, à faire. En fait, j'ai eu plein de moments où c'était compliqué, quoi. Je revenais de blessure, j'étais loin de mon niveau, et je fais mon meilleur saut le jour des jeux, quoi, ou des championnats du monde. Et en fait, c'est ce truc d'un peu face au précipice, et plus le choix, quoi. Plus le choix, et c'est maintenant. Et pas fait tout ce travail, tous ces sacrifices, tous ces efforts pour pas pouvoir y aller, quoi. Et donc ma force, c'est d'être présent le moment présent, et dans des conditions qui étaient optimales. Ouais, il y a eu très peu de fois où au final, je me dis, j'arrivais pas à m'exprimer, ou en tout cas j'avais la peur de gagner, quoi. Ça a pas été souvent. Et est-ce qu'une médaille d'argent ou une médaille de bronze, c'est nécessairement toujours moins bien qu'une médaille d'or? Non, une médaille, faut savourer chaque médaille, parce que c'est hyper dur, le sport, de haut niveau. Il y a quelque chose effectivement on écrit un récit très glorificateur et très glorifiant quand on est enfant. On projette tout un tas de choses en se disant, on va arriver en haut de la montagne, ça va être incroyable. Et donc c'est notre imaginaire en fait qui travaille à ce niveau-là. La réalité, c'est pas vraiment ça. Et quand on se projette dans cet imaginaire, on voit que la médaille d'or, on voit que la victoire, on veut entendre la Marseillaise, on veut être au top, parce que c'est comme ça que on l'a lu dans les récits, enfin dans les livres, c'est comme ça qu'on le voit dans les films. Donc il y a toute une construction sociétale au final autour de cet imaginaire, parce que pour beaucoup quand même de sportifs et sportifs de haut niveau, ça reste lié à l'enfance et à un rêve. Et du coup, il y a que 3 personnes qui sont récompensées. C'est horrible. Ouais. Tu peux avoir fait tous les efforts du monde et c'est d'une ingratitude, mais juste, on se dit, on est maso. Alors, effectivement, c'est une règle qui est impitoyable. Pourquoi 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 1? Pourquoi pas 10? C'est comme ça. Je pense que ce qu'on aime dans la compétition, et moi ce que j'aime, c'est l'adrénaline, c'est le fait que je puisse ressentir des émotions, un stress, un truc qui m'élève au final et qui me permettent de me dépasser, qui me permettent d'aller au bout de limites que je ne pensais peut-être pas faisables ou imaginables. Et à ce niveau-là, dans des moments où, par exemple, je revenais de blessure, où j'ai eu des galères comme pas possible en 2016, j'ai eu une succession de plein de blessures. À chaque fois, en fait, dès que je revenais de rééducation, je me refaisais une autre blessure qui n'avait rien à voir, et dans des trucs où tu te dis, mais c'est incroyable, t'as pas de cul, c'est pas possible. À un moment, je faisais du Cybex, donc de l'isocinétisme.
sur mon ischio-jambier où j'avais eu une très grosse blessure, mais là c'était résolu. Et en fait, la kiné à ce moment-là a oublié de mettre les blocs en fait. Et donc la machine, à un moment, elle est partie et elle a continué. Et en fait, ça a commencé à m'écraser en fait le mollet contre une barre de fer. Et en fait, j'étais arrête. Donc ça a arrêté, mais en fait, ça m'a blessé. J'ai pas fait d'examen. On était quelques semaines, peut-être 3 semaines avant de partir à Rio. Mon entraîneur, mon ex-entraîneur Jean-Hervé Stivnart, auquel on pense bien fort, était avec Benjamin Compaoré et Harold Correa pour leur finale du triple saut. Et moi, en fait, j'étais là et je me dis, je crois que je me suis pété, je peux plus courir, donc c'est que certainement je me suis pété. Mais je vais rien dire en fait parce que il est là-bas, je vais attendre qu'il revienne et puis j'espère que ça ira mieux quand il est revenu. Quand il est revenu, j'ai fait mine que ça allait quoi. Je lui dis ouais non ça va, regarde, ouais je peux faire ça. Et je grimaçais quoi, j'arrivais pas vraiment à courir encore. Donc avant de partir à Rio, après avoir eu vraiment plein de blessures déjà pendant l'année et certaines une où je m'étais fait mal sur le contrex où j'avais donc c'est pareil, c'est une machine à isocinétique. Normalement on se blesse pas, c'est plutôt pour faire de la prévention et renforcer. Et là, en fait, je dis au chercheur avec qui je faisais, je dis franchement, là, j'étais très proche de mon record. Et je lui dis, mais attends, là, je pense que je suis à 80%. Je dis, allez, j'y vais. Je lui dis, je vais péter mon record. Et je lui dis en rigolant, imagine, je me pète. Et je me suis pété. Et ça a lâché. J'ai l'impression d'avoir eu comme une corde qui lâche. Et là, je fais arrête. Et là, mais la douleur était horrible. J'ai eu un frisson qui a traversé toute la colonne vertébrale. Et là, j'ai eu même peur d'avoir pété un tendon, quoi. Et en fait, on va chez kiné. Là, j'arrivais plus à partir de ce moment-là. Et seule fois de ma vie, d'ailleurs, hein, même quand je me suis pété le tendon du semi-tendineux, je devais là soulever ma jambe, quoi. Donc, je devais soulever ma jambe pour marcher. Et après, j'ai été au lit allongé pendant plus d'une dizaine de jours. J'arrivais même pas à tendre ma jambe. Je dormais avec un coussin. Et au fur et à mesure, je commençais à appuyer sur le coussin parce que ça cicatrisait. Donc, en gros, on était déjà obligé de péter un peu les adhérences. C'était hyper douloureux, c'était horrible. Je me souviens, Benjamin, il me chambrait parce que pour monter chez lui, c'était pour fêter sa médaille, parce qu'il avait fait une médaille au championnat du monde à Portland, 3e en triple saut. J'avais monté les escaliers et je montais les escaliers et je levais ma jambe, quoi. Je devais lever ma jambe à la main parce que je pouvais pas du tout utiliser mon ischio, quoi. Et en fait, là, dans ma tête, je me dis, je serais médaillé je vais gagner à Rio. Dans ma tête, c'était clair, je vais gagner à Rio. Et à chaque fois, il y avait un nouveau truc. Donc quand il y a eu le truc du mollet, là, c'était la goutte d'eau à la fin. Et je me dis, bon, de toute façon, on verra, on fera le maximum le jour J. Et j'ai fait une séance de saut juste avant. Et on a vraiment un protocole pour optimiser tous les jours. Et je suis arrivé, finale, je fais vraiment une planche au millimètre. Et je bats le Chinois qui m'avait battu pour la médaille d'or 4 ans auparavant à Londres. Je le bats pour le même nombre de centimètres, 3 centimètres, sauf que là, je suis 3e. Et donc, les 3 centimètres, c'est ce qui fait que je suis médaillé ou 4e. Et donc, bien évidemment, cette médaille, elle était incroyable. Steve, on tombe pas dans les bras parce qu'on est loin à Rio, mais en gros, on chiale tous les deux, quoi. Mais il se disait, mais avec tout ce qu'il a eu cette année, mais c'est impossible qu'il fasse une médaille, en fait. C'est pas possible. Et là, il y avait ma mère, il y avait mon ex-entraîneur Jérémy Fischer avec qui je m'étais entraîné à San Diego, qui est là, il se tombe dans les bras aussi avec Steve. Incroyable. Donc bien évidemment, il y a des médailles qui sont, chaque couleur a une histoire. D'être médaillé, c'est juste incroyable. Il y a moins de, je sais pas, ça dépend des disciplines, mais 1% des athlètes qui vont être médaillés, parfois moins. Faut réellement, c'est assez fou. Et puis moi aussi, je me suis dit un peu toute ma carrière, si je suis pas médaillé au jeu, ma carrière s'arrête, quoi. Je me suis toujours dit ça, en fait. Et en même temps, c'est pas complètement faux, quoi. Après Tokyo, c'était très très compliqué. Il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses qui sont passées. On n'a pas été aidés malgré le fait des multimédaillés mondiaux et paralympiques, malgré le fait d'avoir des partenaires. Et c'est grâce aux partenaires aussi que pendant le Covid, pour moi, ça a été continué à être possible. Mais j'ai fait un prêt garanti par l'État pour mon entreprise pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à travailler, à payer les personnes avec lesquelles je travaillais aussi. C'était très difficile et donc il y a vraiment la question après de me dire bon, ça a du sens de faire les Jeux paralympiques de Paris 2024, mais à quel point en fait? Est-ce que je continue? Parce que là en fait tu sais que ce que tu dois reconstruire, le chemin il va être quand même hyper long, mais en gros tu connais le chemin, tu sais ce qu'il y a à faire, mais est-ce que tu es prêt à faire tous ces efforts
tous ces sacrifices encore, de mettre toute cette énergie pour y arriver, pour aller chercher une médaille, quoi. Donc ouais, bien évidemment, il faut savourer n'importe quelle médaille. Je voulais aussi te faire réagir à quelques phrases que je t'ai entendu dire. La première, c'est important de dire que tous les athlètes paralympiques sont pas inspirants. J'ai dit ça, c'est génial. Bah oui, alors je le dirais peut-être un petit peu différemment. Il y a plein d'athlètes paralympiques qui sont inspirants, et même si ces athlètes sont pas directement inspirants, leurs performances peuvent vous inspirer. Ça, c'est quand même très important. Mais après, l'idée de ça, c'est surtout de dire que on n'est pas des bisounours en fait. Les personnes qui ont un handicap sont pas juste des bisounours. Il y a pas que des personnes sympas. Non, il y a des personnes marrantes, il y a des personnes chiantes, il y a des personnes malhonnêtes, il y a des personnes incroyables. Nous sommes, et ce sont des êtres humains. Donc on va retrouver exactement les mêmes biais, les mêmes failles, les mêmes forces que dans ce qu'on observe dans l'humanité et ce qu'on a observé depuis que l'humanité existe. Donc par contre, quelque chose de très fort qu'on va observer, c'est effectivement, et pour moi un des trucs les plus beaux, c'est ouais quand même la résilience au final, parce que on peut s'imaginer sans connaître les histoires, mais de se dire ouais, mais en fait, putain, pour certains c'est pas facile. Ouais, mais ça c'est une réalité. Ça on peut le ressentir, et de voir des athlètes représenter leur pays, mouiller le maillot, se défoncer pour leur pays, en sachant que pour beaucoup ils vivent pas de ça. C'est extrêmement difficile, et ils se battent pour d'autres choses aussi dans leur pays. Moi je sais que à Tokyo, il y a des femmes d'Afghanes qui étaient présentes. On a eu un petit espace aussi où on a quand même pu faire du ping-pong, quelques jeux vidéo, et donc un peu socialiser entre guillemets. Mais en période Covid, c'était compliqué. Mais là, je vois des femmes afghanes, en sachant que les talibans sont revenus dans leur pays, et je me dis, qu'est-ce qu'elles font ? Et je me dis, c'est incroyable déjà, et le message qu'elles passent, c'est juste d'une force inouïe, en étant des athlètes femmes, mais en plus des athlètes femmes avec un handicap aussi. Le message est juste incroyable et inspirant pour tout le monde. Et pour moi, c'est aussi inspirant. Et c'est des moments comme ça qui hyper simples, mais qui me font dire mais waouh, c'est incroyable en fait. Ouais. Certaines ont été d'ailleurs sont réfugiées, ont le statut de réfugiés et sont en France pour certains sports, comme pour le taekwondo. D'autres, je ne sais pas du tout ce qu'elles sont devenues, ce qu'elles font, mais ça, pour le coup aussi, pour les Jeux Olympiques, il y a des histoires incroyables et vraiment folles pour plein d'athlètes, et c'est extrêmement inspirant. Et pour les Paralympiques, parce que les gens ne connaissent pas trop, moins, parce qu'il y a aussi des peurs, parce qu'il y a des idées reçues, il y a une méconnaissance. Venez, soyez curieux, venez prendre vos places. C'est une fois dans une vie, une fois par siècle qu'on a les Jeux. On ne sait pas s'il y aura les Jeux encore dans le futur pour tout un tas de raisons. Donc faut en profiter, venez participer à la fête, venez prendre une claque positive encore une fois, venez vibrer, venez encourager les athlètes parce qu'on a besoin de vous. Nous, je vous promets qu'au quotidien, pour beaucoup d'athlètes, c'est extrêmement difficile. Pour des athlètes olympiques aussi, c'est extrêmement difficile. Pour les athlètes paralympiques, c'est encore plus difficile. On a besoin de votre soutien, et je vous promets que ça vaut le coup. Vous allez en avoir pour votre argent, parce que c'est beaucoup moins cher. En plus, venez en famille, et ça fait du bien en fait d'avoir de l'humanité. Et je pense que dans les périodes qu'on vit actuellement, avec tous les problèmes qu'il y a, alors en France, mais à l'international, avec toutes les guerres qu'il y a, on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ça. Ouais. T'as aussi dit, je te cite, au début, les Jeux Olympiques modernes étaient fermés aux femmes. Aujourd'hui, ça nous paraît aberrant. Pour moi, dans quelques années, ça nous paraîtra aberrant que les Jeux Paralympiques aient été dissociés. J'espère que ce sera le cas. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Effectivement, les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques sont dissociés. Il y a une flamme qui s'allume, une flamme qui s'éteint. Il y a des progrès symboliques qui sont assez forts pour les Jeux de Paris 2024. C'est la première fois qu'on a un même logo. Ça peut paraître bête, mais au final, avant c'était 2 logos différents, 2 mascottes différentes, et on a une seule et même équipe de France sous un seul et même drapeau. Donc bien évidemment, on sait que sur le terrain, il y a encore des différences, dans la société, il y a encore plein de différences, mais symboliquement déjà d'avoir des avancées, pour le coup, c'est pas symbolique. Ça fait vraiment progresser les choses. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Effectivement, je disais, en 1896, qu'il n'y ait pas de femmes aux Jeux Olympiques, ça nous paraît aberrant aujourd'hui. Pour moi, ça me paraît aberrant qu'on n'ait pas les Jeux, à quel que soit le nom qu'on lui donne.
Et j'espère que plus tard, on aura les Jeux, peut-être olympiques ou paralympiques. Parce qu'effectivement, faut respecter. C'est hyper important pour le coup, et je nuance là-dessus, de pouvoir dire Jeux paralympiques, parce que certains ne savent pas. Ils disent ouais, mais je dis Jeux olympiques parce que pour moi, j'inclus aussi les athlètes qui ont un handicap. J'entends et je comprends. La réalité, c'est qu'il y a une histoire et qu'il y a un logo qui est différent, que en tant qu'athlète paralympique, je n'ai pas le droit de porter les anneaux olympiques. S'il y a un athlète paralympique aux Jeux paralympiques qui porte les anneaux, il est viré des Jeux. Parce que ce sont deux marques différentes, deux comités internationaux différents qui travaillent ensemble. C'est grâce au comité international olympique que les Jeux paralympiques, pour la première fois, ont été ensemble organisés dans la même ville, dans le même pays. Mais malgré tout, il y a des intérêts qui sont différents. Et donc ça, c'est un côté plutôt politique. Donc sur le côté historique, on le comprend. Maintenant, aujourd'hui, en fait, on ne crée pas une société bis pour des personnes qui ont un handicap, heureusement, même si dans plein de sociétés dans le monde, lorsqu'on a un handicap, on est clairement marginalisé. En France, c'est quand même bien mieux et il y a énormément d'évolutions sur les droits, sur l'égalité, sur la justice. On est quand même très très loin des choses parce que pour 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France, pour la 6e année consécutive, le handicap, ça reste le premier critère de discrimination qui est bien évidemment cumulable. On peut cumuler avec d'autres choses. Et donc c'est un vrai problème d'accessibilité au sens large. On pense souvent à accessibilité pour les transports, pour les hébergements, mais l'accessibilité, c'est aussi pouvoir aller à l'école, dans les mêmes écoles. Pour certaines personnes, c'est pas possible. Après, bien évidemment, c'est important aussi d'avoir, pour certains types de handicap, des écoles adaptées. Mais en tout cas, de pouvoir avoir accès à l'éducation, pouvoir avoir accès aux grandes études, aux hautes études, aux grandes écoles, pouvoir avoir accès à différents types de métiers. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas le cas. Il y a quasiment un petit peu moins, ça se réduit, mais 2 fois plus de chômage chez les personnes qui ont un handicap. Et puis aussi les personnes qui ont un handicap de manière générale, même si 80% des handicaps sont invisibles, sortent moins dans la rue. Certainement par peur aussi du regard des autres ou par des choses que les personnes ont pu vivre plus jeunes dans leur enfance, dans leur adolescence. Donc c'est hyper important d'avoir une société, un environnement qui soit plus inclusif, plus adapté, et ça passe à tous les niveaux parce que c'est des problématiques qui sont systémiques et donc ça passe par le sport aussi, et d'avoir un sport qui soit accessible à tous et à toutes. Et les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques de Paris 2024 permettent ça. En héritage, il va y avoir par exemple un peu plus de 3000 clubs qui vont être formés pour qu'ils puissent être para-accueillants, donc accueillir des personnes avec différents types de handicaps. Ça, c'est hyper important, hyper important. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc le sport, c'est un formidable vecteur parce que ça permet d'unir les gens et ça permet de dépasser tout un tas de clivages parfois ridicules, et voilà, de vivre des moments remplis d'humanité, quoi. Concrètement, c'est quoi former un club ? Former un club, on va dire que ça va être surtout les animateurs, les animatrices, les éducateurs au parasport, aux différentes pathologies ou aux différents types de handicap, pour certaines pathologies, mais différents types de handicap. Et derrière, comment, j'en sais rien, t'accueilles quelqu'un qui est déficient visuel et qui aurait besoin d'être guidé, par exemple. Là-dessus, on est vraiment sur de l'éducation et de la pédagogie pour expliquer des choses qui peuvent être très basiques, mais dont on n'a pas connaissance. Ouais. Souvent, en fait, et lorsqu'on est adulte, on a peur de mal faire. Et par peur de mal faire, on pose pas de questions. La différence avec les enfants, c'est que les enfants, ils posent des questions. Ils sont sans filtre, et c'est des questions qui vont peut-être choquer les adultes. Oh non, on pose pas des questions comme ça. Si, en fait. Est-ce que tu connais la réponse en tant qu'adulte ? Si tu connais la réponse, et si tout le monde connaît la réponse, pourquoi pas ? Mais généralement, même les adultes ne connaissent pas forcément la réponse. C'est juste que par contre, vous n'allez pas poser la question. Et pourquoi en fait, en tant qu'adulte, on pose pas la question ? Parce que c'est pas forcément malveillant, c'est parce qu'on n'a pas envie de déranger, on a envie de prendre des gants, on sait pas comment parler du sujet, et donc le but c'est de casser ce tabou-là. On enlève les filtres, pose la question, tu connais pas, tu comprends pas, on pose une question. Parce que la méconnaissance et l'ignorance et la méconnaissance, on sait vers quoi ça amène aussi. Ça amène des interprétations, des fantasmes parfois aussi. Et le problème, c'est que ça met des personnes sur le côté, même si on veut pas les mettre sur le côté, parce qu'il y a un malaise. Et en fait, quand il y a un malaise, généralement, on est des êtres sensibles et on le ressent, quoi. Ouais. Toi, à tes débuts, tu as eu l'impression qu'il y a certains coachs qui t'ont imposé certaines limites, qui n'ont pas voulu te faire certaines choses parce qu'ils se sont dit « Ah oui, mais avec ton handicap, tout ça ». Pas trop. Sur les coachs, pas trop. Peut-être à l'école un peu.
Je sais même pas, j'ai plus trop le souvenir. Des personnes, oui, qui précisément, je sais pas, mais effectivement, j'entendais si moi j'arrive pas à le faire, avec 2 bras, t'arriveras pas à le faire. Je dis mais pourquoi en fait? Laisse-moi essayer. C'est pas parce que t'arrives pas à le faire, moi peut-être que je vais réussir à le faire, peut-être que j'ai plus de dextérité juste avec une main, ou peut-être que simplement je vais créer un processus d'adaptation, et créer une solution différente, je vais m'adapter. Et l'être humain a une capacité folle d'adaptation. Et en fait, ce qui est génial avec le handicap et avec l'être humain, c'est qu'il s'adapte. On s'adapte. L'environnement, il n'est pas prévu pour nous, parce qu'il n'a pas été pensé pour nous. On s'adapte. Alors, on s'adapte et on peut aussi créer des innovations qui vont bénéficier à tout le monde. C'est en ça où c'est hyper positif et pour moi, c'est vraiment de pouvoir renverser le paradigme et ça passe par, ok, on enlève les filtres et on arrête avec tous les stéréotypes et en fait, on parle d'être humain et on arrête de prendre tout le temps des pincettes, d'avoir peur et au final d'avoir quelque part un espèce encore une fois, de vision de bisounours ou de super-héros, soit on va euphémiser, donc on va réduire en tout cas, effacer un petit peu certaines porosités et différences, soit on va mettre sur un piédestal et dire incroyable, c'est super-héros, c'est sur homme, c'est sur femme. Non, en fait, non, ce sont des hommes et des femmes. Il y a des parcours incroyables, il y a des personnes incroyables. Chez des personnes qui ont un handicap, chez des personnes qui n'ont pas de handicap. Ouais. Et donc à un moment, c'est quand il y a une personne qui est incroyable, une personne qui est incroyable. Et après, avec sa somme de caractéristiques qui la compose et sa personnalité. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper important à avoir en tête et pour pouvoir déconstruire tout ça. Et encore une fois, le sport permet ça parce que, au-delà de grands discours comme je suis en train de le faire, on ressent ça. En allant à une compétition, on va ressentir des choses. L'expérience, elle va être propre, elle va être personnelle. Et ça va nous marquer, ça va nous toucher ou pas. Si ça te touche pas, c'est pas grave. Il y a pas de problème. T'as pas forcément à être touché. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Mais moi, tu connais, t'as vu, t'as le droit de pas aimer, en fait. T'as le droit de préférer une autre épreuve. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de le faire? Parce que c'est des personnes qui ont un handicap et tu devrais prendre des gants pour en parler? Bah non, en fait. À un moment, c'est bon, on est en 2024, faut dépasser un petit peu tout ça. Et puis surtout, faut vivre, quoi. C'est difficile de savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire, parce que tu dis toi-même que vous vous chambrez entre vous. Ouais. Qu'il faut pas avoir peur de poser les questions. Et en même temps, on entend dire qu'il y a certains mots qu'il faut pas utiliser, que par exemple, il faut dire non-voyant et pas aveugle. Ouais. Comment on sait? Ça dépend peut-être de la personne aussi. Il y a peut-être des personnes qui se qualifient d'aveugles et pas de non-voyantes. Alors, de manière générale, j'en sais rien. Lorsque on parle de quelqu'un directement, ou même à la troisième personne si elle est pas très loin, à aucun moment, ça va être important d'évoquer l'aveugle là-bas, ou le non-voyant là-bas. En fait, non, tu à la rigueur, tu dis le mec ou la nana avec sa canne ou avec les lunettes, tu vas décrire en fait, mais tu vas pas forcément décrire de manière presque péjorative ou ostentatoire. C'est-à-dire, c'est comme quand tu décris le noir, le métis ou la blonde là-bas. Enfin, bien évidemment, on peut le faire. Donc, on pourrait le faire de la même manière. Mais effectivement, généralement, si la personne est à côté, ça fait pas trop plaisir qu'on décrit une personne de ce type-là, donc c'est la même chose. Et après, sur comment parler de handicap de la personne, si on doit en parler, faut lui poser la question. Le plus simple, c'est de poser des questions, en fait. Souvent, il n'y a pas de réponse à ce niveau-là nécessairement toute faite. Il faut poser la question à la personne concernée, quoi, directement. Et encore une fois, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on est enfant, et même ce genre de choses, on va se dire, on sait pas trop comment l'approcher, et j'ai pas envie de dire de conneries. Si, dis des conneries, en fait. Dis des conneries, plante-toi. Justement, tu vas te faire chambrer, parce que souvent, pour pas mal, ça va être ça, parce qu'ils ont l'habitude. Et c'est bon, en fait, tout va bien. Et après, par rapport alors ça, moi, ça, c'est un truc très personnel, mais qui est hyper important. Je dis que le handicap n'est pas une identité. C'est une caractéristique, en fait, comme tout un tas d'autres caractéristiques qui nous composent. Le terme handisport, je l'aime pas du tout. Parce que c'est un terme français. Et d'avoir en préfixe le terme handi avant sport, c'est comme si justement on aurait un qualificatif qui décrirait notre identité avant même de faire du sport. Et quand on sait tous les biais qui sont associés par rapport au handicap, lorsque je parlais de la peur et de l'idée de contre-performance, plus toutes les autres idées reçues liées à l'homme diminué, enfin l'homme avec un grand H, l'homme et la femme diminués, à la déficience, à être encore une fois moins performant, tout de suite, il y a un biais qui jaillit dans la tête de n'importe qui. Quelqu'un concerné par le handicap ou pas. Dès qu'on dit handisport, ou même parasport pour les gens qui connaissent, parce que c'est plus récent,
eh ben il y a un biais qui s'établit. Et moi j'ai vu aussi dans le regard des gens changer lorsque je leur dis je suis athlète et donc je suis athlète, je fais telle discipline et qu'après je dis je fais les Paralympiques. Il me dit pourquoi Paralympiques? Je dis bah parce que enfin voilà, je venais sans avant-bras et tout. Ah d'accord. Ah ouais. Ah c'est tout de suite. Ah c'est incroyable. Je dis ah bon mais en fait vous savez pas ce que je fais, vous connaissez pas mon niveau. Enfin qu'est-ce qui est incroyable en fait? Le fait que je fasse du sport et que j'ai un handicap ou le fait que je sois performant et que vous savez pas en fait que je suis performant. Les mots ont un sens et mal nommer c'est discriminer aussi, même si c'est pas de notre faute. On a les mots qu'on nous propose et donc moi aussi alors c'est pour ça là depuis tout à l'heure si tu regardes bien j'ai dit handisport parce qu'il y a la Fédération française handisport donc ça parle aussi aux gens. Et également, il y a une histoire. Mais pour moi, il faut sortir de ce terme-là. On a des sports. On a différents sports qui sont des sports aussi, effectivement, handisport, parce que le terme handisport, à la base, c'est des sports qui sont adaptés pour des personnes avec différents types de handicap. Donc, l'athlétisme, pour beaucoup de disciplines, ne sont pas des disciplines handisport, parce que c'est les mêmes règles, c'est les mêmes disciplines. Mais au-delà de ça, c'est surtout, effectivement, de parler d'abord de sport et de tes nageurs. Tu fais du goalball, tu sais pas ce que c'est que le goalball, je vais t'expliquer. C'est des personnes qui sont non-voyantes, qui jouent sur un terrain comme ça, etc. Et je t'explique les règles. Mais on parle de sport en fait. On parle d'athlètes, de nageurs, de judoka, ce qu'on veut. Et donc le reste, encore une fois, c'est secondaire. Et donc, quelle est ta catégorie de handicap? Bah, c'est important à un moment, surtout pour les personnes par exemple qui connaissent un petit peu, et ils disent ah ouais, t'es 44, ah ouais d'accord, ok. Mais pour le reste des personnes, je suis 47, mais ça parle pas. Par contre, ce qui parle, c'est effectivement d'expliquer quelles sont les règles, comment ça se passe. C'est quoi la différence entre du saut longueur classique? Bah, c'est les mêmes règles, c'est juste qu'effectivement, je concours avec des personnes à qui manque un bras ou qui ont une perte fonctionnelle partielle ou totale du bras. Bon bah voilà, tu comprends. L'idée, d'éducation et de pédagogie, elle est hyper importante, mais surtout pour moi, ouais, on est des athlètes. Ça m'érisse les poils d'entendre para-judo, para-natation. Non. Natation, c'est une nageuse, c'est un judoka, c'est un athlète. Et après, oui, il fait les Paralympiques et c'est incroyable parce que cet athlète est qualifié, quoi. Mais voilà, c'est secondaire. Maintenant, t'es 47, mais t'étais pas 46 avant. Alors, il y a T40, c'est pas mal le jeu de mots. T'étais pas, donc il y a T et F. Oui, mais ça a changé. Et F, c'est pour film. Mais si j'étais 46 avant, donc c'est pour ça te montre aussi que des choses évoluent par rapport aux catégories. Par contre, moi, je suis toujours pareil. Ça a pas repoussé et il y a rien qui a changé. Effectivement, c'était 46. Maintenant, c'est au-dessus du coude. Donc, si t'es au-dessus du coude, t'es 46. Et si t'es en dessous, t'es 47. Voilà. Okay. Et ce qui est pas évident, effectivement, à comprendre, et c'est pour ça que les commentateurs et des personnes qui peuvent expliquer. En fait, c'est que par sport, c'est pas les mêmes catégories et chaque sport a ses règles et ses catégories. Mais sincèrement, on comprend très vite et puis on apprécie le spectacle rapidement, quoi. Où tu trouves le temps d'être engagé comme tu l'es, de continuer à t'entraîner, où tu trouves tout ce temps? Bah, c'est ma vie en fait. C'est ma vie. Être engagé et faire quelque chose qui a un sens et laisser quelque chose et transmettre quelque chose aux plus jeunes, à la société, de contrebalancer le négatif et d'apporter du positif, c'est ma vie. Donc où je trouve le temps, ça fait partie de ma vie en fait. Je ne peux pas, c'est un besoin, c'est une nécessité. Donc quand t'as pas le choix, tu fais. Après non, je suis passionné de plein de choses. J'ai pas mal d'idées, j'ai beaucoup de projets, je m'ennuie vite. Donc j'ai besoin de et ce qui est assez incroyable avec le sport en fait, c'est aussi pour ça que je suis toujours passionné, c'est que il y a une approche holistique et pour moi ça me permet vraiment, c'est vraiment le connais-toi toi-même. Il y a d'abord à comprendre sa discipline d'un point de vue physique, technique, toutes les dimensions qu'elle peut avoir et ensuite se connaître soi-même et pouvoir se rapprocher de l'idéal, on va dire de l'athlète peut-être idéal dans sa discipline, mais de faire avec ses forces, ses challenges et comment pouvoir optimiser, et du coup lorsqu'on s'entraîne, c'est pas simplement l'entraînement, la préparation physique et juste bien dormir qui est fondamental et qui est essentiel, mais ça va être faire attention à sa nutrition, à son hydratation, à son bien-être, aussi à sa santé mentale, donc à sa préparation mentale. Je travaille aussi avec un neuropsychologue notamment pour optimiser la concentration, le lâcher prise,
je fais de la méditation, je fais plein d'autres choses. Au final, ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsque tu te blesses, par exemple, tu vas chercher à comprendre pourquoi tu t'es blessé, tu t'analyses, et ensuite, le but, c'est de ne pas te reblesser une fois d'après. Donc, tu vas faire de la prévention. Et pour faire de la prévention, faut comprendre ce qui s'est joué, faut comprendre ce qui s'est passé. Donc, t'es obligé de chercher un petit peu au niveau anatomique. Donc, t'es aussi obligé de chercher un peu au niveau biomécanique, en plus, si t'as envie de comprendre ta discipline. Donc des fois tu peux continuer à creuser, aller voir au niveau biologique, mais comment en fait fonctionnent les muscles, les fibres musculaires, mais ton patrimoine de fibres rapides, etc. Est-ce qu'au final c'est simplement génétique ou est-ce que tu peux le développer aussi au cours de ta vie? Mais quand tu vieillis, en fait, est-ce que forcément tu régresses, sur quoi tu régresses, et est-ce que tu régresses partout? En fait, c'est sans fin à tous les niveaux, que ce soit d'un point de vue physique, physiologique, mécanique, biomécanique, au niveau des prothèses, au niveau de l'approche mentale, des entrées posturales, de la proprioception. Enfin, tu apprends en permanence et tu n'es jamais réellement expert. Donc il y a une multitude de stratégies et ça c'est passionnant en fait. Donc il y a cet aspect passion et qui m'anime toujours et découverte et apprentissage dans l'athlète, c'est pour ça que je m'ennuie pas. Et après j'aime explorer, et j'ai plein de rêves, j'ai plein ce que je disais quand j'étais petit et je m'imaginais avec un bras ou autre, c'est que je suis tout le temps dans des rêveries, très souvent aussi. Toujours aujourd'hui, donc j'imagine des scénarios et en fait quand on imagine des scénarios ça va vite et on se dit c'est simple, c'est hyper simple de faire ça. Et donc des fois ça peut être dans des domaines qui ont absolument rien à voir. Je dis projet BD, j'ai appris, j'ai découvert pas mal de choses, du coup j'écris, quand c'est des univers qu'on connaît pas, on sait pas comment ça se passe, on apprend, on recherche. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'avec Internet, avec les ordinateurs, nos téléphones, c'est qu'on a accès à une quantité de connaissances qui est juste hallucinante, et donc c'est assez vertigineux en fait, c'est sans fin. Donc d'un côté, je suis encore en carrière et le sport peut être une frustration parce que ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'implications, et donc je dois me poser tout le temps la question: est-ce que ça fait sens? Pourquoi je fais ça? Et donc ça, je me le pose très régulièrement comme question, et au moins ça me permet de retrouver les réponses et me dire oui, je sais pourquoi je le fais, et du coup de mettre l'énergie pour. Et en parallèle, dès que j'ai du temps, d'être engagé sur les autres sujets associatifs, sur mon rôle d'ambassadeur pour Paris 2024, travailler sur l'héritage des Jeux, de développer d'autres projets avec mes équipes, de construire, de co-construire, de faire des rencontres. Il y a beaucoup de projets qui naissent avec des rencontres aussi, et de continuer à rêver et de faire quelque chose qui me plaît. C'est une chance, c'est un privilège, c'est pas facile, mais c'est un privilège incroyable. Si on fait un pourcentage sur la planète, combien de personnes font des choses qu'elles aiment, qu'elles désirent, mais c'est ridicule en fait. C'est ridicule le nombre de personnes qui peuvent faire ce qu'elles aiment. Ouais, faut en profiter, et donc c'est aussi pour ça que d'un côté je me dis faut que je continue à travailler pour pouvoir me permettre d'avoir cette liberté-là en tout cas, et puis de l'autre continuer de rêver quoi. Et si t'étais né avec 2 avant-bras, tu penses que t'aurais une vie aussi riche? Non, je pense pas. Parce que forcément j'aurais un rapport au monde différent, un rapport aux autres différent, un rapport à moi-même différent, peut-être un rapport au challenge, aux défis différents. Je serais forcément une autre personne, donc moi je suis content d'être comme je suis, mais c'est la même chose pour tout le monde par rapport à nos vies familiales, à notre enfance, adolescence, à tout ce qu'on a pu vivre. Ça nous compose, ça sert à rien d'essayer de copier quelqu'un, d'être comme quelqu'un qui peut nous inspirer, qui peut être un ou une idole. C'est important d'être fier de qui on est, même si je sais que c'est aujourd'hui dans la société dans laquelle on est, et avec les réseaux sociaux et le fait de voir des vies qui paraissent plus folles les unes que les autres, on se dit mais ma vie est médiocre. Non, ta vie c'est la tienne, t'as une perception à travers tes yeux qui est juste unique. Il faut en profiter au maximum, et malgré les difficultés, continuer, prendre du recul, et puis de se dire, se pincer à un moment, et de se dire on a une chance d'être vivant. Et puis si on a envie de faire quelque chose, d'essayer de se donner les moyens, même si c'est pas facile. Et moi je me bats justement pour que les moyens puissent être un peu plus les mêmes pour tout le monde, même si on sait que c'est pas facile et qu'on en est loin. Mais en France on a quand même cette chance d'avoir des droits, de pouvoir dire des choses, de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir se battre pour quelque chose, et d'avoir des résultats, en tout cas au niveau de la société, ou en tout cas impacter positivement des gens autour de nous. Donc quand on peut le faire, il n'y a rien de plus
positif que ça, en fait, où je me dis, bah là, vraiment, je sers à quelque chose, quoi. Justement, tu parlais de Diversides au début. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui te tiennent à cœur dont tu voudrais parler? Alors, je suis parrain d'une association, je suis pas le seul, il y a plein d'ambassadeurs et ambassadrices de Play International, qui est une association qui fait de l'éducation par le sport en France et à l'étranger, notamment en Afrique. Moi, je suis d'origine comorienne. On parle beaucoup de Mayotte. J'ai de la famille à Mayotte, j'ai de la famille à la Grande Comore, j'ai de la famille à Anjouan. J'ai pas de la famille à Moélie, qui est la quatrième des îles, alors troisième île de l'archipel, mais quatrième historiquement des îles des Comores. Et donc, par le sport, par exemple, le but, c'est aussi de pouvoir créer un pont entre les îles. On connaît toutes les difficultés qu'il y a. La France a une responsabilité d'ailleurs là-dedans. Et donc là, c'est par le sport de permettre de faire en sorte que des personnes puissent jouer ensemble par le jeu, de travailler sur la solidarité, travailler sur l'égalité filles-garçons, sur tout un tas de problématiques, de sensibiliser aussi à l'écologie, sur différentes problématiques qu'il peut y avoir. Et c'est un outil hyper puissant. Play International, ça va faire 25 ans que l'association existe. Et initialement, ça s'appelait Sport sans frontières. Ça a été créé et d'abord, les premières actions étaient au Kosovo, après la guerre du Kosovo, pour permettre à des peuples qui s'entretuaient de pouvoir dialoguer, de renouer le dialogue entre elles. Et ça a été par le jeu, par le sport. Et ensuite, ça a été des enfants qui ont, par le jeu, pu rejouer ensemble, qui sont devenus formateurs et formatrices et qui ont travaillé aussi pour pouvoir essaimer et transmettre. On n'en parle pas suffisamment, et donc c'est pour ça que pour moi c'est hyper important d'en parler, mais le sport revêt de vertus qui sont juste hallucinantes. Et après, les valeurs, pour le coup, il n'y a pas de valeurs intrinsèques. Les valeurs qu'on peut lui associer et qui peuvent être transmises par cet outil sont assez incroyables. Donc il y a Play International. Moi, je suis en train de créer aussi mon association. Et puis après, il y a plein d'associations qui m'approchent, et je sais qu'approchent aussi les athlètes. Donc j'ai aussi un mot pour les athlètes. Si à un moment, n'ayez pas peur de vous engager, de nous donner de votre temps. Mais après, au sens large, je travaille un peu régulièrement aussi avec l'Agence française du développement, et donc le but c'est de faire en sorte que le sport et la culture peut être un moyen pour favoriser le lien social et l'union. Il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime le plus dans l'athlé, c'est que c'est un sport universel. Qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlé? Donc ça, c'est ta réponse, ça? Ça, c'est ma réponse, oui. J'ai le droit de te copier. Alors, ce que j'aime dans l'athlé, d'un point de vue personnel, c'est que il permet de s'envoler et de quitter cette terre pendant pas quelques secondes. Au final, c'est moins que ça. Ce que j'aime dans l'athlé, c'est qu'il permet de dépasser les frontières, dépasser les clivages. Mais c'est ce que j'aime dans le sport de manière générale, et l'aspect universel que t'évoquais clairement. Je suis d'accord avec toi, Mathilde. Très bien. Mondo Duplantis m'a dit que l'athlé, c'était un chaos organisé. Ok. Parce qu'il se passe plein de trucs sur un stade qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ah ouais, c'est vrai, c'est clair. Ah bah ouais, pour le coup, dans l'athlé, il se passe toujours quelque chose, quoi. Si tu vas dans le stade, il y a toujours des scénarios et une dramaturgie complètement différente, mais c'est ce qui est beau dans le sport. Mais c'est vrai que l'athlé, pour ça, tu vois, j'étais au stade olympique en 2012, le soir de la victoire de Greg Rutherford en longueur, de Mo Farah sur le 10 000 mètres, de Jessica Ennis sur l'heptathlon. Donc les Anglais remportent 3 médailles d'or. J'avais envie d'être anglais ce soir-là. Ils chantaient The God Save the Queen à l'époque. Et franchement, mais j'avais les frissons, et le stade, il allait s'envoler, quoi. Et c'était incroyable. Je me dis, j'avais chialé en 2005 quand on n'avait pas eu les Jeux et que ça avait été l'Angleterre. Et je me dis, mais on vivra jamais ça, quoi. Et donc là, de l'avoir en France et de savoir qu'on va pouvoir vibrer comme ça, ouais, j'aime l'athlé parce que ça peut faire soulever un stade, vibrer les gens, chialer, rire, mettre en colère, et que tu passes par toutes les émotions, quoi. Moi, j'ai bossé pour les Jeux de Londres. D'ailleurs, mon job officiel, c'était responsable de la classification pour les paras. Mais j'étais déjà arrivée en juin, donc j'ai vécu les Jeux olympiques aussi. Et finalement, j'ai presque peur d'être déçue à Paris parce que j'ai tellement un souvenir hallucinant et incroyable de Londres 2012 que je me dis ça pourra pas être aussi bien. Ah, t'auras pas le high five, je pense, de la police comme. J'aimerais bien, mais je suis pas sûr. Non, mais Londres 2012 et pour les paras, ça a aussi été une édition marquante quand même. Ben, ça a été les seuls jeux où il y a eu une influence plus importante pour les Jeux paralympiques que pour les Jeux olympiques, quoi. C'était hallucinant, c'était plein tout le temps. Moi, pour le coup, effectivement, c'était pareil, c'était un lundi
à 10h du matin, ma finale de la longueur. Et c'était plein. Il n'y avait pas un siège de libre, quoi. 80 000 personnes. On est début septembre. Incroyable. C'était sincèrement incroyable. Mais j'espère. Moi, je suis optimiste. Je suis réaliste aussi, mais je suis optimiste. Et à un moment, prenez vos places, prenez vos billets. Moi, c'est le 3 septembre, session du matin à 10h. J'ai la chance d'être déjà qualifié, mais venez encourager les athlètes de l'équipe de France, venez encourager les athlètes du monde entier, découvrir, soyez curieux, venez kiffer, venez partager ça avec nous. C'est moins cher, encore une fois, je le rappelle, et dans des sites incroyables. Ouais. L'équitation au château de Versailles, l'athlétisme au Stade de France, l'escrime au Grand Palais, le tir à l'arc sur le Champ de Mars. Incroyable, ça fait rêver. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, un mot de la fin ? Non, juste merci à toi Mathilde, et merci pour ton travail, et valoriser l'athlète, mettre en avant l'athlète depuis tant d'années, parce que Athlètes Mondiaux, ça fait un moment qu'on suit, et on a besoin, maintenant il y a plein de comptes sur les réseaux sociaux sur l'athlète, et voilà, tu fais partie des personnes qui ont permis à d'autres comptes d'émerger et à rendre ce sport aussi plus visible et plus populaire. Je savais pas que tu connaissais depuis longtemps. Ah si, je connais depuis le début. Ah, ok. Et tu sais que j'aime le fait que tu sois encore en carrière. Parce que quand je vois les start lists dans les compètes et que je vois les gens nés en 2000, 2001, je me dis, oh là là. 2000 Et toi, t'es né en 85, comme moi. Ça montre qu'on n'est pas vieux. Exactement, on fait de la résistance. Bon, ça va pas durer beaucoup plus longtemps encore. Hein. On est quand même plus proche de la fin que du début. Hein. Faut être réaliste. Hein. Oui, c'est bon. Merci à toi. De rien. Écoute, avec plaisir. Merci Arnaud d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site du Podcaston ou sur le site de Diversides pour découvrir leur programme. Je vous mets les liens dans les notes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts et parlez du podcast autour de vous. Je sais que je vous le demande chaque semaine, mais ça peut vraiment faire une différence. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, même 1 euro, contribuent aux prochains épisodes. Je vous mets le lien dans les notes également. Merci et à la semaine prochaine.